La suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022, avec l'examen de la mission Médias, livres et industries culturelles et du compte spécial Avances à l'audiovisuel public. La parole est à Madame Marie-Ange Magne, rapporteure spéciale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Et c'est pour une durée de 5 minutes. Pendant qu'elle vient à la tribune, je vais vous laisser procéder au changement. Bien, c'est bon, nous pouvons passer à l'oratrice. Je vais vous demander de quitter ou de rester ou de revenir discrètement dans l'hémicycle pour pouvoir pleinement écouter notre oratrice. Madame la rapporteure spéciale, vous avez la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure pour avis, Monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues. Le soutien public au secteur de la culture a été massif tout au long de la crise sanitaire et il doit se poursuivre pour accompagner un secteur fragilisé, durement impacté par les conséquences de cette pandémie et qui a besoin de visibilité pour anticiper l'avenir. Je pense notamment au secteur de la musique et du spectacle vivant où les acteurs culturels n'attendent pas de retour à la normale avant le dernier trimestre 2022. Du fait des contraintes sanitaires et de la montée des nouveaux usages, force est de constater que le public n'est pas aujourd'hui totalement revenu dans les salles. Pour exemple, à Limoges, on constate encore à ce jour une baisse de l'ordre de 40% de la fréquentation des salles de cinéma. Le plan de relance affiche dans le PLF 2022 une dotation de 128,5 millions d'euros en crédit de paiement. 35 millions d'euros sont ouverts pour le Centre national de la musique, qui bénéficiera d'un report de 140 millions d'euros de 2021 à 2022, les dispositifs d'aide transversale ayant bien fonctionné jusqu'à présent. 23 millions d'euros supplémentaires sont fléchés vers le plan de relance du livre et 70 millions d'euros sont alloués au plan de filière presse, dont plusieurs dispositifs débutent à peine leur mise en œuvre, l'aide aux pigistes notamment. Au-delà du plan de relance 2022, doit être l'occasion de se projeter vers l'avenir. À ce titre, nous pouvons nous réjouir que 400 millions d'euros du nouveau plan d'investissement, le PIA 4, soient fléchés vers les industries culturelles. Placer la France à nouveau en tête de la production des contenus culturels et créatifs doit être une priorité du plan France 2030. Cela passe notamment par un investissement dans la formation, dans un contexte de pénurie des métiers techniques, de l'audiovisuel et du cinéma. Si l'on se concentre maintenant sur la mission Médias, livres et industries culturelles, on observe une hausse de 16 millions d'euros en crédit de paiement à périmètre constant. Je souhaite insister principalement sur 3 points. D'une part, on peut noter l'augmentation de 5 millions d'euros de la dotation du Centre national de la musique, ce qui est conforme à sa trajectoire de montée en puissance. Mais le financement de l'établissement dans un horizon de plus long terme doit être questionné. L'existence d'une unique taxe affectée sur la billetterie ne coïncide pas avec son champ d'action. Faudra-t-il alors créer une taxe streaming sur la diffusion en ligne des contenus musicaux? À vrai dire, les avis sont partagés. J'aurai l'occasion de défendre un amendement pour ouvrir ce débat, ce qui me semble primordial pour dynamiser le financement du CNM dans un contexte d'attrition des recettes des organismes de gestion collective. 2 millions d'euros sont par ailleurs fléchés vers la création de la future Maison européenne du dessin de presse. Ces crédits marquent le lancement d'un projet très attendu, alors que la liberté d'expression se doit plus que jamais d'être défendue. Madame la Ministre, vous l'avez indiqué lors de votre passage en commission des affaires culturelles, 2 lieux d'implantation sont aujourd'hui en lice pour accueillir ce projet. Je plaide évidemment pour le projet Limougeot, en lien avec Saint-Just-le-Martel, qui, comme vous l'avez rappelé, recueille l'adhésion de l'ensemble des acteurs locaux. Ce serait évidemment un signal fort de considération du rôle joué par les territoires dans le domaine de la culture. Enfin, je me réjouis que la hausse de 1,1 million d'euros permette d'abonder le fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, le FSER, conformément aux recommandations de mon rapport de mai dernier présenté lors du printemps de l'évaluation. Cette hausse permettra d'absorber l'augmentation du nombre de radios éligibles et de garantir le montant moyen accordé à chaque radio. Les travaux permettant la création d'un observatoire des radios associatives devront aussi avancer en 2022. J'en viens pour conclure à la situation de l'audiovisuel public, pour qui 2022 s'annonce comme une année charnière. Avec une nouvelle baisse de 17 millions d'euros prévue en 2022, les opérateurs publics arrivent au terme du plan global d'économie de 190 millions d'euros.
Si les gains de productivité ont été réalisés sans effet sur la qualité des programmes, l'investissement dans la création et dans le numérique, nous devons rester attentifs à l'évolution du climat social. J'ajoute que l'accélération de la régionalisation de France 3 et son rapprochement avec le réseau France Bleu constitue un chantier stratégique et j'y suis particulièrement sensible. Il vise à rapprocher davantage l'information de nos concitoyens et de leur quotidien dans un contexte de défiance envers les médias. Concernant enfin la question fondamentale de l'avenir de la contribution à l'audiovisuel public, je ne peux que saluer le lancement de la nouvelle mission IGF qui entend associer étroitement les parlementaires pour repenser aujourd'hui un nouveau modèle de financement pour l'audiovisuel public tout en garantissant son indépendance et son impartialité auxquelles, chers collègues, nous sommes tous attachés. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Céline Calvez, rapporteure pour avis de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. On a combien d'amendements sur celui-là? On a beaucoup, moins en amendements. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires culturelles, Madame la rapporteure spéciale et mes chers collègues, en ce samedi matin, le budget relatif aux médias, en hausse de 2,4%, porte encore par endroits la prolongation de soutien en réponse à la crise, dont les effets, reconnaissons-le, continuent de se faire sentir. Mais il marque aussi clairement l'aboutissement de nombreuses réformes d'ampleur engagées par le gouvernement et le Parlement au cours de ce quinquennat. Ainsi, la mission Médias, Livres et Industries culturelles bénéficie du rapatriement d'une partie des crédits relatifs aux aides à la distribution de la presse, jusqu'alors inscrits au sein du programme 134. Ce transfert s'accompagne d'une réforme attendue de l'aide à la distribution de la presse dite abonnée. En effet, un changement de modèle était devenu indispensable pour permettre à la Poste de continuer à assurer sa mission de distribution de la presse sans baisser la qualité de service ni aggraver le déficit lié à cette activité. Au total, ce sont 105 millions d'euros qui permettront de soutenir la presse dite abonnée en 2022. Si nous ne pouvons que nous réjouir de ce soutien, aucune autre réforme d'ampleur des aides à la presse n'a eu lieu en dépit de nombreux rapports remis au gouvernement ou au Parlement en ce sens. Alors, au regard réel du manque parfois de transparence dans l'attribution de certaines aides directes ou indirectes, je pense ici à celles dont peuvent encore bénéficier certains titres dits d'information politique et générale qui ont pourtant été condamnés à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale et contestation de crimes contre l'humanité. Ces titres ne devraient pouvoir bénéficier des aides de l'État. Par ailleurs, les crédits de la mission Médias, Livres et Industries culturelles reflètent en creux la création de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, issue de la toute récente loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. La fusion au 1er janvier 2022 du CSA et de la Hadopi d'autre part, et ce budget en hausse font que cette nouvelle autorité pourra pleinement exercer les nombreuses missions que notre Parlement lui a confiées durant ces 4 dernières années. Ce soutien de l'État passe également dans le domaine culturel par les crédits d'impôt. Ainsi, 60 millions sont prévus en 2022 au titre du crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal. Et compte tenu de la date tardive d'entrée en vigueur de ce dispositif, vous avez récemment annoncé, Madame la Ministre, qu'il sera reconduit pour une année supplémentaire. Cette décision me paraît tout à fait opportune, même s'il faudrait que cette offre soit encore plus relayée par ses bénéficiaires indirects, c'est-à-dire les entreprises de presse écrite, pour être pleinement efficace. L'idée, c'est aussi d'offrir des abonnements aux journaux à Noël. Saisissons-nous de cette opportunité. Dans le domaine du livre, si la hausse des crédits traduit essentiellement la mise en œuvre des projets immobiliers de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d'information, cette augmentation est également liée à l'augmentation notable des crédits du Centre national du livre, à hauteur de 1,7 million, ce qui n'est pas négligeable au regard de son budget. Cela répond à l'ambition affichée par le Président de la République, qui a fait de la lecture une grande cause nationale. Alors, ces nouveaux crédits permettront au Centre national du livre d'assurer le développement de 2 manifestations majeures, comme les nuits de la lecture ou Partir en livre, mais aussi de participer à la rémunération des auteurs, par exemple, de bandes dessinées présents lors des festivals qui ont besoin de ce soutien financier.
comme le Centre national du livre, le Centre national de la musique et le Centre national du cinéma et de l'image animée doivent retrouver une trajectoire budgétaire normale après avoir été amenés à gérer d'importantes sommes issues des plans d'urgence et de relance. Les recettes devraient se normaliser en espérant un retour de la fréquentation des salles de cinéma et de concerts. Si des fonds n'ont pas été consommés en 2021, le phénomène des reports de concerts laisse penser qu'on en aura bien besoin en 2022. La seconde partie de cet avis budgétaire porte sur le compte de concours financier Avance à l'audiovisuel public, dont les crédits suivent la trajectoire d'économie décidée par le gouvernement en 2018, et tout cela conformément au contrat d'objectifs et de moyens signé cette année. La trajectoire a été respectée, certes à la baisse, mais son esquisse et son respect a permis de souligner l'importance de la pluriannualité du financement des médias publics. Néanmoins, nous devons nous préoccuper assez rapidement de la question de l'avenir de la contribution à l'audiovisuel public. J'ai proposé dans mon rapport 4 pistes de réforme qui pourront sans doute être examinées par la mission confiée à l'Inspection générale des affaires culturelles et l'Inspection générale des finances que vous avez annoncée la semaine dernière, ou il y a un peu plus, Madame la Ministre. En Finlande et en Suède, la redevance a été transformée en une taxe individuelle proportionnelle aux revenus et il me semble que c'est là une piste intéressante. J'espère, Madame la Ministre, que le Parlement sera pleinement associé à ces travaux dans les semaines à venir. Enfin, parce que les médias et les industries culturelles et créatives sont essentiels à notre démocratie et au rayonnement de notre culture, et parce que ce budget en hausse prend la mesure de ce que l'État doit y consacrer, la Commission a émis un avis favorable à l'adoption de ces lignes budgétaires. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Calvez. Nous passons maintenant la parole à Monsieur Alain David, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Comme dans beaucoup d'autres secteurs, l'année 2020 a été une année hors du commun pour notre audiovisuel extérieur. Comme je l'avais rappelé l'année dernière dans cet hémicycle, les opérateurs de notre audiovisuel extérieur, France Médias Monde et TV5 Monde, ont dû s'adapter et ont dû adapter plutôt leur mode de fonctionnement et assurer la protection de leurs collaborateurs tout en continuant à répondre à leur mission d'information, particulièrement cruciale en ces temps de crise qui peuvent favoriser la désinformation. Je tiens à rappeler que la gestion de crise s'est faite sans aide supplémentaire, à l'exception des 500 000 € alloués aux 2 entreprises dans le cadre du plan de relance dans un second temps. En outre, la crise est intervenue dans un contexte déjà contraint budgétairement pour notre audiovisuel extérieur. Conformément à la trajectoire revue à la baisse en 2018, la dotation de France Médias Monde dans le PLF pour 2022 s'élève à 254 200 000 €, un recul de 500 000 € par rapport à l'année dernière. Et celle de TV5 Monde s'élève à 76 170 000 €, montant stabilisé après un recul de plus d'1 million d'euros. Tout cela alors que la concurrence internationale est toujours plus forte et offensive. Deutsche Welle a un budget qui est en augmentation, la BBC World également, d'une manière très importante. La Russie et la Chine ont des budgets que l'on pourrait qualifier de sans limite. L'année 2021 a permis de se tourner à nouveau vers l'avenir et vers la mise en œuvre des objectifs prioritaires qui sont au cœur des missions de notre audiovisuel extérieur, qui, comme je le rappelle chaque année, est un formidable outil d'influence, de rayonnement de la France, de la francophonie, de l'aide à notre diplomatie, et qui porte les valeurs en lesquelles nous croyons, et défend par son existence même la liberté d'information. Pour ne citer que quelques exemples, je mentionnerai le développement linguistique de France Médias Monde, qui a poursuivi le renforcement de son offre en langue africaine pour toucher un public toujours plus large et diversifié, porter la déclinaison hispanophone de France 24 à 24 heures en diffusion quotidienne dans un contexte de progression des audiences.
En Amérique latine, la demande de France reste forte malgré un déclin du français que nous pouvons encore enrayer si nous nous en donnons les moyens. Je mentionnerai aussi l'Europe, qui fait déjà l'objet d'une attention permanente et dont la présence sera renforcée dans les programmes du groupe pour accompagner la présidence française dans l'Union européenne en 2022. Pour TV5 Monde, 2021 aura été marqué par la présidence française de la chaîne, par la montée en puissance du plan stratégique 2021-2024, qui vise notamment à faire de TV5 Monde la chaîne de la planète, par une sensibilisation accrue des publics aux enjeux environnementaux. Je souhaiterais finir en abordant un problème crucial dont la résolution se fait toujours attendre, l'avenir du financement de notre audiovisuel public. Remis en question par la disparition progressive de la taxe d'habitation et par l'évolution des usages. Madame la ministre, il est urgent que des réponses soient apportées. Il est urgent que des réponses soient apportées aux entreprises mêmes à ce sujet, pour mettre fin d'abord à un climat d'incertitude tout à fait anxiogène, vous l'imaginez. Il est impératif d'exclure la piste de la budgétarisation qui ne permettrait pas à l'audiovisuel public de disposer d'un financement pérenne et affecté, pourtant élément fondateur de l'indépendance des sociétés. Pour notre audiovisuel extérieur, il s'agit d'une question vitale qui met en jeu sa crédibilité à l'étranger, à l'heure où la bataille de l'influence fait rage dans le monde. Malgré les succès rencontrés par notre audiovisuel extérieur, je ne peux donc que voter contre ces crédits qui ne sont pas à la hauteur des enjeux et des ambitions portées par notre audiovisuel extérieur. Je vous en remercie. Je vous remercie, Monsieur David. Nous passons donc aux différents groupes avec Madame Béatrice Descamps pour le groupe UDI et indépendant et pour une durée de 5 minutes. Madame Descamps. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, je commencerai en abordant rapidement les crédits concernant l'audiovisuel public. Je sais que nombre de nos collègues ont pu regretter la légère baisse de dotation qui était prévue dans les contrats d'objectifs. Mais je crois qu'il faut, même avec l'audiovisuel, savoir rationaliser la dépense publique, surtout lorsque cela s'inscrit, ici encore, dans une adaptation des modes de consommation des citoyens. Il ne s'agit pas pour autant de baisser la qualité du service proposé et nous y serons tous, bien entendu, vigilants. Nous porterons d'ailleurs la même vigilance à l'évolution de la contribution à l'audiovisuel public qui doit, elle aussi, savoir évoluer avec son temps pour faire contribuer les Français de manière juste et équilibrée tout en garantissant des fonds stables et pérennes. Concernant la mission médias, livres et industrie culturelle, je me réjouis de crédits en augmentation, notamment pour venir en aide à un secteur de la presse en grande difficulté. Les aides prévues dans le plan de relance cette année encore pour accompagner la transition écologique et numérique du secteur sont une bonne nouvelle, tout comme les changements dans la distribution qui seront initiés l'année prochaine. J'espère que ces mesures permettront de soulager un secteur qui, plus globalement, est en pleine recherche d'un nouveau modèle économique viable. Nous avions connu l'année dernière des augmentations pour la presse locale et la presse ultramarine dont il faut saluer la pérennité. Si l'on parle souvent de l'importance de la presse pour la vigueur de notre démocratie, les petits médias de portée locale ont un rôle crucial à jouer pour le dynamisme de certains territoires, parfois éloignés des préoccupations des grands titres nationaux. Il en va de même pour les radios associatives locales, dont le rôle de véritable relais de proximité, comme a pu le dire le CSA, doit être renforcé afin de garantir la vitalité de nos territoires. Ces radios jouent notamment un rôle essentiel en offrant la possibilité pour des acteurs associatifs, privés ou tout simplement des artistes d'avoir accès à un média de proximité. Ainsi, bien que je salue l'augmentation de plus d'1 million d'euros du budget qui leur est consacré, je crois qu'il faut aller
plus loin encore pour encourager l'expression de tous au plus près des Français. Enfin, Madame la Ministre, comme en commission, j'aimerais revenir sur la question de l'accessibilité des collections des bibliothèques suite à la proposition de loi sur ce sujet que nous avons votée en première lecture il y a de cela un mois. Nos débats nous ont permis d'inscrire dans ce texte la nécessité de rendre accessibles les collections de nos bibliothèques aux personnes en situation de handicap. Et je remercie encore notre collègue Florence Provandier pour son soutien sur cette question. L'objectif de cette mesure que nous avons souhaité introduire était de pouvoir adapter les collections, et notamment les écrits, aux personnes atteintes de tout type de handicap ou de maladie invalidante, mais aussi aux personnes souffrant de troubles cognitifs et de l'apprentissage qu'on appelle les DIS. Je sais l'engagement de nos bibliothèques pour mettre en œuvre de nombreuses initiatives pour rendre accessibles à tous les trésors qu'elles contiennent. Un rapport de 2017 réalisé par le CREDOC l'avait d'ailleurs très bien rappelé. Mais comme vous l'avez dit en commission, Madame la Ministre, les formats des livres numériques devront être accessibles aux personnes handicapées dès 2022, conformément à la directive accessibilité. Et c'est justement dans l'optique de cette entrée en vigueur qu'il me paraît d'autant plus nécessaire de venir en aide aux bibliothèques qui voudront se conformer à ces exigences. Car si un portail pour commander ces livres va être mis en place, les coûts supplémentaires que cela entraînera, les installations et adaptations pour les bibliothèques ne doivent être un prétexte pour prendre du retard dans la mise à disposition des collections. Pour ne prendre par exemple quelques 820 000 personnes sont empêchées de lire du fait de troubles visuels sévères. Pour que les bibliothèques soient ce lieu de découverte et d'échange pour tous, nous devons nous assurer de traiter chacun de manière égale et digne. C'est en tout cas le sens d'un amendement que je défendrai. Quoi qu'il en soit, les députés UDI indépendants saluent les crédits alloués dans cette mission, mais resteront bien sûr attentifs à la teneur de nos débats. Je vous remercie. La parole est à Madame Sabine Rubin pour la France Insoumise et pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, je porte ici la parole et les mots aussi de mon collègue Michel Larive. Chers collègues, je souhaite profiter de temps de parole qui m'est accordé pour aborder deux sujets majeurs à mes yeux. Les aides à la presse et donc la question de la pluralité des médias, d'une part, et d'autre part, la crise de l'audiovisuel public. Concernant les aides à la presse, les crédits qui lui sont alloués augmentent fortement cette année, avec 53,3% d'augmentation, soit 62,3 millions d'euros. Les aides à la presse absorbent la quasi-totalité de la hausse de 70,9 millions d'euros sur l'ensemble de la mission. En revanche, les aides au pluralisme sont quant à elles en baisse de 1,2 million d'euros. Les moyens alloués aux médias de proximité n'augmentent pas et sont donc en baisse en tenant compte de l'inflation. Cette répartition des crédits contrevient évidemment à l'amélioration du pluralisme dans nos médias. Acrimed a publié le 5 juillet 2021 un article intitulé « Le clan des milliardaires accapare les aides à la presse ». Il y analyse la liste des titres et groupes de presse ayant bénéficié des aides directes et indirectes à la presse de 2016 à 2019. Frédéric Lemaire démontre qu'en 2019, plus de la moitié, 51%, des 76 millions attribués en aide à la presse ont bénéficié à 6 groupes appartenant à 8 richissimes familles ou hommes d'affaires. Vous m'aviez dit en commission que les aides à la presse étaient limitées à 1 million d'euros et que donc mon propos était faux. Nous avons vérifié. Cette limite concerne les titres de presse. Or, les grands groupes possèdent plusieurs titres et donc peuvent cumuler les aides à la presse de plusieurs titres, soit plusieurs millions d'euros d'aides. C'est le cas par exemple du groupe Le Monde Libre, dont Xavier Niel est à la tête, qui a perçu 5,2 millions d'euros en 2019 d'aide à la presse. Cette précision démontre, Madame la Ministre, que délivrer vos argumentaires comme s'ils étaient des vérités révélées ne vous donne pas raison.
En subventionnant la distribution sur tout le territoire d'une poignée de quotidiens détenus par quelques milliardaires, vous renforcez leur emprise sur la presse française au lieu de soutenir le pluralisme et la diversité. J'alerte également ici sur la fusion entre TF1 et M6. Le groupe TF1 possède déjà la chaîne éponyme, mais aussi les chaînes LCI, TMC, LFX, TF1, Série Film, Ushuaïa TV, Histoire TV et TV Braille. Désormais, grâce à la fusion avec le groupe M6, s'ajoute la chaîne M6, W9, Sister, Gulil, Paris Première, Teva, Série Club, Canal J, TJ, MCM, MCM Top, et RFM TV. Cette liste à l'après-vert parle d'elle-même. L'hyperconcentration qui s'annonce avec de tels futurs groupes de la presse bafoue l'idée même de pluralité dans les médias. Concernant la crise à l'audiovisuel public, ce service public a connu une cure d'austérité sans précédent sous ce quinquennat. La semaine dernière, en commission, vous avez martelé l'argument du plan de relance. Monsieur Larive a tort. On injecte 45 millions pour France Télé dans le plan de relance. Là aussi, j'ai vérifié l'ensemble des chiffres pour l'audiovisuel public sous ce quinquennat. Au global, l'audiovisuel public a perdu 229,25 millions d'euros par rapport au budget 2017. Pour France Télévisions, c'est moins 191 millions, une baisse de 7,35%, à laquelle il faut ajouter une inflation cumulée de 5,6%. Pour Arte France, moins 1,37 millions par rapport à 2017. Pour Radio France, moins 36,32 millions. Pour France Média Monde, moins 2,75 millions. Pour l'Institut national de l'audiovisuel, moins 1,13 million. Pour TV5 Monde, moins 2,23 millions. Bref, quoi que vous en disiez, le gouvernement n'a d'aucun soutien pour ce service public essentiel. Face aux pertes accumulées depuis 2017, les crédits du plan de relance n'ont que très peu d'effet, et cela va s'empirer. Le budget pour l'an prochain est de nouveau en baisse de 2 millions d'euros. France Télévisions est l'entreprise publique la plus impactée. Le contrat d'objectifs et de moyens 2020-2022 de France Télé indique que depuis 2012, l'effectif total au sein du groupe a été réduit de 14 069 équivalents temps plein, soit une baisse de 14%. L'an passé, 395 équivalents temps plein supplémentaires ont été supprimés. Pourtant, France Télévisions reste le premier média des Français et touche 81% de la population en moyenne chaque semaine, soit près de 49 millions de personnes. Je rappelle également que sous ce quinquennat, France O a été supprimée, témoignant du peu de considération du gouvernement envers nos compatriotes d'outre-mer. Bref, le groupe de la France Insoumise votera contre les budgets de cette mission. Celui-ci est à l'image des politiques destructrices que vous menez depuis 5 ans, au détriment du service public audiovisuel et au profit des grands groupes de médias privés. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons maintenant à Michel Victory pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Président. Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, 2 missions dans cet examen, Médias, Livre, Industrie culturelle et Avance à l'audiovisuel public, et les deux n'ont pas eu ces dernières années le même soutien financier, nous le regrettons. Alors que la première mission voit ses crédits augmenter de 12%, et nous le soulignons, notre audiovisuel public subit la cure d'austérité imposée par le gouvernement, qui conduira donc à une économie constatée depuis 2018 de 200 millions d'euros. Et le terme de trajectoire, utilisé très souvent, d'une apparence assez positive, n'est finalement qu'un élément de langage pour masquer une autre réalité, celle des baisses des financements. Pourtant, le monde de l'audiovisuel est sujet à de nombreuses mutations depuis plusieurs années dans un environnement très concurrentiel. Multiplication de l'offre d'abord, depuis l'arrivée des géants américains et l'impact grandissant sur les modes de consommation des Français. Nous soutiendrons à ce propos l'amendement de notre collègue Le Grip qui vise à soutenir la création d'un OGC spécifique aux éditeurs de presse. Accroissement de la consommation de l'information pendant la crise sanitaire, information trop souvent vampirisée par les fausses nouvelles sur les réseaux sociaux ou certains médias où les bonnes pratiques sont loin d'être majoritaires.
Bouleversement inquiétant d'un environnement qui est en passe de connaître dans une grande indifférence une des plus grosses opérations de notre histoire de l'audiovisuel, la fusion des deux plus importants groupes privés de télévision, TF1 et M6. Face à ces risques multiples, votre gouvernement et votre majorité ont choisi de couper dans les budgets de tous les groupes publics au PLF 2022. Cela a été dit déjà, moins 14 millions d'euros pour France TV, moins 2 millions d'euros pour Radio France, moins 400 000 pour Arte et France Média Monde. Vous disiez, Madame la Ministre, que l'audiovisuel public est un joyau qu'il faut protéger. Au-delà des formules, le monde de l'audiovisuel public attend des preuves d'amour tangibles. Alors que tous les rapports sur l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens de ces groupes soulignent le rôle joué par les chaînes et les radios de service public pendant la crise, remplissant des missions d'intérêt général, mon groupe ne peut que regretter cette stratégie d'assainissement de leurs finances. Nous demanderons donc le rétablissement à minima des crédits ouverts en LFI 2021 pour l'ensemble du secteur et des crédits pour établir les ETP de France Télévisions. Enfin, nous regrettons l'absence totale de projets quant à la contribution à l'audiovisuel public afin de la faire mieux accepter par les Français et de l'adapter à leur consommation des médias. Pour la deuxième mission, nous avons noté les augmentations des crédits. Cette augmentation concerne le programme Presse et Médias, plus 22%. Elle est la bienvenue afin d'accompagner un secteur fragilisé par la crise qui a connu une augmentation du nombre de journalistes pigistes en situation de précarité. Le renforcement des fonds de soutien à l'expression radiophonique d'1,1 million est également nécessaire, mais les moyens alloués au développement de la DAB+, manquent encore d'envergure. S'agissant des crédits alloués à la mission Livre et Industrie culturelle, nous considérons que les 5 millions dont va bénéficier le Centre national de la musique est insuffisant compte tenu des missions remplies durant la crise et du rôle de l'opérateur sur le long terme. Le CNM a su en effet gérer l'attribution de différents fonds de soutien, de celui de compensation, de perte des billetteries. Les syndicats que nous avons auditionnés ont unanimement reconnu l'utilité du CNM. Ils ont rappelé l'urgence à pérenniser un budget qui lui permettra d'agir sur le long terme, ce qui semble difficilement être le cas par sa dotation actuelle et par son nombre d'ETP, stable à 111, si l'on le met en comparaison des 80 000 entreprises culturelles dans le pays. Nous nous inquiétons avec les acteurs du spectacle vivant privé qui subit d'importantes pertes de billetterie et inquiétude qui a été accentuée ces derniers jours par un décret rétablissant les jauges à 75% pour les concerts debout, là où le port du masque paraissait une réponse adéquate. Nous ne comprenons pas cette décision. Dans le secteur du cinéma, les aides ont été conséquentes vers les exploitants, distributeurs, agences artistiques, mais la reprise de billetterie se fait là aussi difficilement. Nous avons tous vu les chiffres, 50% des personnes allant au cinéma au moins une fois par an n'y sont pas retournées. Vous les connaissez, Madame la Ministre, et ces chiffres nous inquiètent. Enfin, plusieurs d'entre nous avaient souligné l'importance des différentes mesures d'aide à la presse, mais concernant le secteur du livre, outre l'accompagnement de nos bibliothèques, de nos libraires, de nos éditeurs qui, par parenthèse, risqueraient d'être impactés par l'augmentation des coûts du papier, nous souhaitons que les crédits qui sont alloués aux artistes-auteurs traduisent mieux le soutien que nous leur portons. C'était la discussion du budget culture, mais je la rapporte ici encore. Madame la Ministre, vous aviez indiqué donc que plusieurs mesures du rapport de Bruno Racine sont d'ores et déjà en passe d'être réalisées. Ce n'est pas tout à fait les échos que nous en avons, et nous savons que la situation est assez complexe, mais la situation trop précaire du nombre d'entre eux doit continuer à être au cœur de nos préoccupations, car vraiment beaucoup reste à concrétiser. Il nous paraît urgent d'apporter des réponses aux situations de précarité autour de la nomenclature des activités aussi, des retraites ou des indemnités journalières. Vous nous avez parlé de l'absence d'un consensus de l'ensemble des acteurs dans ce secteur, mais il faut vraiment que la négociation permette d'avancer sur la mise en place de mesures fortes. Et pour terminer, compte tenu de nos réserves, principalement sur l'audiovisuel public, nous ne voterons pas ce budget. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Béatrice Piron pour La République en marche. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et d'éducation, Madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues. Alors que nous examinons le dernier projet de loi de finances de cette législature, je tiens à saluer l'augmentation de 2,4% à périmètre constant des crédits de la mission Médias, Livres et Industrie culturelle pour atteindre plus de 675 millions d'euros.
Il parachève les réformes engagées ces dernières années et participe au renforcement de ces secteurs qui ont subi de plein fouet la crise sanitaire et qui étaient déjà fragilisés par les transformations numériques. S'agissant du programme Presse et Médias, les crédits de paiement atteignent cette année 350 millions d'euros. Ils sont stables, mis à part une augmentation liée à un transfert budgétaire sur lequel je reviendrai. Au sujet des relations financières entre l'État et l'agence France Presse, les crédits sont stables à hauteur de 134 millions d'euros, conformément au contrat d'objectifs et de moyens de l'AFP, qui est, je le rappelle, la 3e agence mondiale de presse mondiale, et qui joue un rôle primordial en matière de lutte contre les fausses informations. J'espère que la mission d'information créée au sein de notre commission proposera des pistes de réflexion pour une rémunération plus juste liée aux droits voisins, réforme fondamentale que nous avons votée. En ce qui concerne le secteur de la presse, 2022 sera indéniablement une année charnière, avec le déploiement du plan de relance, dont 140 millions d'euros sont dédiés à l'accompagnement du secteur, avec l'instauration du crédit d'impôt pour un premier abonnement à un journal, et après la création de France Messagerie, avec la mise en place du plan filière presse qui motive le transfert de 62 millions d'euros depuis le programme 134 pour mettre en œuvre la réforme de la distribution presse abonnée. Le soutien aux médias de proximité est stable et je salue l'augmentation de plus de 3% du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, essentiel au lien social dans nos territoires. Par ailleurs, les moyens budgétaires du programme Livre et Industrie culturelle augmentent pour atteindre 296 millions d'euros et viennent compléter nos réformes en matière de régulation audiovisuelle, de financement de la production audiovisuelle et cinématographique, de musique enregistrée ou de lecture publique. Concrètement, les moyens budgétaires des industries culturelles sont certes en baisse, mais cela s'explique avant tout par le transfert de 8 millions d'euros alloués à la Hadopi vers le programme 308, Protection des droits et libertés, consacrant les moyens du CSA. Ce transfert résulte de la création de l'ARCOM, que vous avez porté, Madame la Ministre, un nouveau régulateur au pouvoir de contrôle et de sanction étendu face aux évolutions du piratage audiovisuel. Je suis très heureuse que cette réforme importante trouve ici sa traduction budgétaire. Concernant le Centre national de la musique, il poursuivra en 2022 sa montée en puissance, avec plus de 11 millions d'euros supplémentaires suite à la crise sanitaire pendant laquelle le CNM a montré toute sa pertinence. Quant au secteur du livre, son budget est en hausse de 3%. C'est un soutien fort en cette année de grande cause nationale consacrée à la lecture et après le vote à l'unanimité de la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique qui joue un rôle si important pour permettre à tous d'accéder aux livres. Ces moyens permettront notamment de terminer les travaux à la BNF et de renforcer les moyens d'intervention du Centre national du livre. Finalement, s'agissant du compte de concours financiers Avance à l'audiovisuel public, il s'élève à 3,7 millions d'euros et respecte la trajectoire budgétaire à la baisse prévue depuis 2008. Je me réjouis que la chaîne France 4 ait été maintenue, malgré ces conditions, dans une nouvelle configuration, avec des programmes jeunesse en journée et culturels en soirée. Je tiens à nouveau à saluer, Madame la Ministre, la création d'un groupe de travail sur la redevance audiovisuelle. J'insisterai sur l'importance d'un financement pérenne, adapté aux usages et dynamique face à une concurrence sur les chaînes linéaires qui a des projets de consolidation et à la concurrence des GAFAM. Alors que certains proposent de privatiser l'audiovisuel public, je crois qu'il est nécessaire de rappeler que ces sociétés sont référentes en matière d'information fiable, qu'elles ont prouvé leur exemplarité de gestion, conformément à la trajectoire financière, et leur réactivité formidable, ainsi que leur capacité à gérer les synergies pendant la crise sanitaire. Aussi, Madame la Ministre, ces crédits consolident et renforcent ces secteurs essentiels. Ils concrétisent également les réformes mises en œuvre depuis le début de la législature. C'est pourquoi le groupe La République En Marche votera en leur faveur. Merci. Je vous remercie. Nous passons à Madame Brigitte Kuster pour le groupe Les Républicains. Oui, il n'y a pas de souci, Madame Kuster, vous inquiétez pas.
Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, les députés, les Républicains dont je porte ici la voix, regrettent concernant ce budget qu'une fois de plus, le gouvernement ait choisi de réduire les crédits attribués à l'audiovisuel public. Nous vous reconnaissons d'ailleurs une certaine constance en la matière, puisque depuis 2017, le budget alloué à l'audiovisuel est en recul. Pour 2022, ce sera donc moins 15 millions d'euros pour France Télévisions, moins 3 pour Radio France et moins 2 pour Arte. Mais surtout, ces baisses interviennent sans que ne soit conduite la grande réforme de l'audiovisuel qui nous promettait une holding source d'économie. Lors de nos débats sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, on nous la promettait justement pour répondre aux enjeux de rationalisation des dépenses des différentes chaînes de télévision du service public. Si bien sûr la crise sanitaire peut expliquer que ce projet ait pu être retardé, il semble malheureusement qu'il soit enterré. Faut-il donc comprendre que dorénavant, l'ambition n'est plus de créer de synergies que seule France Médias était censée faciliter? Les députés Les Républicains rappellent également que la suppression de la taxe d'habitation d'ici 2023 fait peser des incertitudes sur le financement futur de la contribution de l'audiovisuel public. Nous l'avions d'ailleurs souligné pendant les précédents débats concernant cette mesure. Tout aussi inquiétant, et notre collègue vient d'ailleurs de le rappeler dans son rapport, Céline Calvez, les contrats d'objectifs et de moyens ne couvrant pas la période au-delà de 2022, l'audiovisuel public sera contraint à un pilotage à vue. Cela explique-t-il, Madame la Ministre, la bienveillance avec laquelle le gouvernement regarde les entorses faites à ces contrats d'objectifs et de moyens, que ce soit pour France Télévisions ou pour Radio France? Ainsi, force est de constater que l'interdiction de la publicité après 20 heures a été contournée au moyen de parrainage publicitaire. Et en plus de reporter régulièrement au-delà de 21 heures le démarrage des émissions de France Télévisions, ces parrainages sont un contournement de l'esprit de la loi de 2009. Ces derniers, d'ailleurs, ne répondent que très peu à la condition d'intérêt public pour pouvoir être diffusés après 20 heures. Dans le contexte de la baisse de la dotation publique à France Télévisions, il est donc permis de s'interroger sur le volume des recettes publicitaires engrangées par ces contrats de parrainage d'émissions diffusées en début de soirée. Il existe bien une solution, certes partielle, mais qui a le mérite d'exister. Réaffecter la taxe sur les télécoms au financement de France Télévisions. Ce serait ainsi 3 millions d'euros qui serviraient au financement de l'audiovisuel public. Cela apparaît d'ailleurs comme d'autant plus logique que la taxe sur les opérateurs de communication électronique avait été prévue initialement pour compenser les pertes de recettes dues à la suppression de celle-ci en soirée. Concernant Radio France, je m'inquiète du dépassement du plafond des recettes publicitaires. En effet, en 2019, par exemple, alors que le plafond était fixé par le COM à 42 millions d'euros, les recettes publicitaires ont atteint finalement 48 millions d'euros. Alors que la Cour des comptes s'est contentée de relever le dépassement, que le CSA a appelé le ministère à clarifier cette ambiguïté survenue en 2019, le ministère a fermé les yeux au regard des bénéfices donnés pour les finances publiques. Permettez-moi donc de regretter que cela se fasse au détriment des radios privées, qui se retrouvent plus exsangues, étant fortement dépendantes de cette source de revenus. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire part de cette préoccupation au CSA lors de sa récente audition. Dans sa réponse, d'ailleurs, le président Roch-Olivier Maistre m'a indiqué qu'il appartient au ministère de tutelle de prendre les mesures pour faire respecter les engagements pris dans les contrats d'objectifs et de moyens. Peut-on donc espérer, Madame la Ministre, que vous apportiez une attention toute particulière à cette pratique des dépassements pour que celle-ci n'ait plus cours? Les conséquences de la réduction des crédits alloués, d'ailleurs, à la Maison Ronde ne sauraient justifier le non-respect des COM. Enfin, Madame la Ministre, j'attire votre attention sur le financement de la presse écrite. Au-delà du débat sur la pertinence des aides directes, qui représentent pour l'année à venir pas loin de 180 millions, je crois qu'il convient de soutenir tout ce qui permet à la presse de générer ses propres revenus. Aussi, la conduite de certains moteurs de recherche, dont le principal d'entre eux, Google pour ne pas le citer, adopte un comportement de prédateur que notre droit ne doit plus tolérer. Malgré l'adoption de la directive sur les droits voisins en 2019 et sa transposition, il apparaît que Google n'a toujours pas adopté une attitude responsable et constructive. En témoignent d'ailleurs les rappels à l'ordre de l'autorité de concurrence qui a pointé l'exceptionnelle gravité du comportement de Google ainsi que les 500 millions d'euros qui lui a été infligés.
Le moteur de recherche, cherchant par tous les moyens à se soustraire à son obligation née de l'adoption du droit français et des droits voisins, il me semble essentiel que le ministère de la Culture n'exclue pas d'engager d'autres pistes judiciaires pour faire respecter la législation. En conclusion, Madame la Ministre, le budget de la mission Médias, Livres et Industrie culturelle comporte beaucoup de contradictions, beaucoup trop. Et s'il était nécessaire d'ajouter encore un dernier argument à notre position d'abstention, alors je dirais qu'elle est confortée par l'analyse de la Cour des comptes. Et c'est pourquoi je me fais l'écho de vote de l'ensemble de mon groupe, puisque ces dispositifs dont nous souhaitions l'installation n'ont pas fait l'objet d'aucune évaluation. Aucun mécanisme ne permet de repérer d'éventuels dysfonctionnements, tels de potentiels effets d'aubaine ou de surcompensation. C'est pourquoi le groupe Les Républicains s'abstiendra sur ce budget. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à M. Luc Guesmar pour le mouvement démocrate et démocrates apparentés. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, je vais ôter le masque et je vais également saluer la très belle couleur orange du masque de Madame la Ministre et sa tenue qui fait honneur à notre groupe démocrate. Ce projet de finances, le dernier de cette mandature, est une nouvelle fois un budget ambitieux, tourné vers l'avenir, et à ce titre, les crédits alloués à la mission Médias, Livres, Industrie culturelle sont représentatifs de ce budget, avec une hausse de plus de 11% par rapport à la dernière loi de finances. Après presque 2 années de crise sanitaire qui ont entraîné des répercussions économiques significatives, c'est un signal fort qu'envoie le gouvernement en accentuant son soutien auprès de la presse, qu'elle soit écrite, audiovisuelle, radiophonique ou en ligne, et également des industries culturelles dans toute leur diversité. Le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés se réjouit de voir que le plan de relance se traduit concrètement dans les secteurs qui sont si chers à nos concitoyens et qui jouent un rôle important pour notre démocratie. Les politiques prévues à travers le programme Médias sont cohérentes avec notre action depuis le début de cette mandature. Elles se traduiront notamment par un accompagnement dans la transition écologique dans la presse à hauteur de 8 millions d'euros et par un soutien aux imprimeries de la presse régionale pour 36 millions d'euros ou encore par une contribution à la Maison européenne du dessin de presse et du dessin satirique. Enfin, je salue également l'action qui sera menée en matière de lutte contre la précarité des journalistes grâce à un fonds de lutte dédié et à une aide exceptionnelle. En effet, ces dispositifs nous apparaissent indispensables pour soutenir au mieux ceux qui auraient subi des pertes de revenus ces 2 dernières années. Ces nombreuses mesures doivent venir soutenir et consolider un secteur touché par la crise sanitaire, mais plus largement financer sa nécessaire adaptation aux enjeux économiques et environnementaux. Le programme Livres et Industrie culturelle n'est pas oublié et ce budget consacre la politique d'accompagnement des collectivités territoriales pour développer et moderniser les bibliothèques. C'est une ambition fondamentale que nous portons depuis le début de ce quinquennat pour permettre un meilleur accès de chacun aux bibliothèques et donc à la lecture et à la culture en renforçant un maillage territorial. Le groupe démocrate se réjouit ainsi
que cette ambition soit portée jusqu'au dernier budget. Nous sommes également satisfaits par la présentation qui a été faite du compte de concours financiers Avance à l'audiovisuel public qui poursuit le plan de transformation du secteur. Celui-ci vient notamment renforcer l'offre de proximité grâce au réseau France 3 et France Bleu, ce qui est primordial pour apporter une information toujours plus fine, plus pertinente à nos concitoyens. Nous sommes également ravis de la visibilité des Outre-mer. Le soutien à ces différentes politiques correspond aux valeurs d'accessibilité de la culture et de soutien aux différentes formes de presse. Et c'est pour ces raisons que le groupe démocrate votera les crédits de la mission Médias, Livres et Industries culturelles. Je vous remercie. Je vous remercie et bravo pour votre sens de l'observation. Nous pouvons donc passer dans l'ordre à Madame Karine Lebon, c'est bien ça, pour la gauche démocrate et républicaine. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. L'examen de cette mission donne l'occasion d'aborder la situation de l'audiovisuel public qui enregistre une baisse de 17,7 millions d'euros, dont moins 14,3 millions pour France Télévisions, moins 2,6 millions pour Radio France et moins 0,4 millions pour Arte et France Média Monde. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Lors de son audition le 20 octobre dernier, la PDG de Radio France, Sybille Veil, a pourtant alerté sur les réductions de budget. Je la cite. « Si jamais de nouvelles économies devaient nous être demandées, cela passera nécessairement par une réduction de nos offres. Il faut noter la grève très suivie à Radio France contre le projet Prodcast, un projet de réorganisation mis en place pour répondre au plan d'économie de 60 millions demandé par l'État, un processus d'économie entamé depuis plus de 10 ans sur les moyens dédiés à la production qui affectent la diversité de l'offre et la qualité des programmes proposés. Nous soutenons bien évidemment les salariés dans leur lutte contre ce projet qui appauvrit toute la production. Concernant France Télévisions, la situation est tout aussi alarmante. Doit-on rappeler le plan d'externalisation des emplois vers la filiale de production FTV Studio? Ce plan, décidé sous la pression des économies budgétaires imposées par l'État, a conduit à une situation sociale délétère grave. Même si les conséquences humaines catastrophiques semblent avoir été mesurées enfin par la direction, qui a annoncé le 21 octobre dernier renoncer au caractère obligatoire de ce transfert, elle n'interrompt pas totalement la démarche et n'indique pas les conditions de sa mise en œuvre. La présidente de France Télévisions, auditionnée par la Commission le 6 octobre dernier, indiquait fort justement que cette maison est en plan social permanent depuis 10 ans, avec 1500 ETP supprimés sur la période. Imaginons seulement ce que cela peut représenter pour les salariés. À cet égard, nous nous inquiétons du nouveau modèle de référence clairement révélé par le message que la présidente a adressé aux salariés pour les efforts fournis pendant la crise. Je la cite. « Pendant 18 mois, nous avons tous eu le sentiment de fonctionner en mode start-up. Les salariés ont fait preuve d'une capacité d'innovation et d'une agilité impressionnante. » Alors, nous connaissons la fascination de ce gouvernement pour les start-up, mais l'engagement et le professionnalisme des salariés sont le fruit du savoir-faire propre à ce service public et à rien d'autre. En raison même de la grave crise démocratique actuelle, nous alertons avec vigueur sur les risques que fait courir le gouvernement à notre service public audiovisuel qui doit être pluraliste, fort et bien financé. Ce quinquennat aura été particulièrement redoutable pour l'audiovisuel public dans les Outre-mer. Le plan d'économie s'est en effet traduit dès février 2020 par la fin de la diffusion de France Culture et de France Musique sur la bande FM. C'est ainsi que plus de 2 millions d'auditeurs se retrouvent privés d'une écoute directe de ces deux stations majeures du service public. Il ne reste que France Inter. Selon la PDG de Radio France, maintenir cette diffusion revient trop cher dans un contexte de moyens contraints, avant d'ajouter que le décalage horaire est un obstacle. Alors pour mémoire, il n'est que de 2 heures, 3 au maximum, entre la Maison Ronde et la Réunion. Donc cet argument ne tient pas. Pour les Outre-mer, le plan d'économie a donc un coût exorbitant. C'est la remise en cause de l'égal accès aux ondes nationales. Quant à la solution prônée qui demande aux auditeurs de se rabattre sur Internet, elle fait fi de la fracture numérique et des contraintes d'équipement. À cela, il faut ajouter la suppression de France O, seule chaîne gratuite à subir ce sort depuis 1992.
Le bouquet TNT des Outre-mer se retrouve lui aussi encore plus rétréci. À La Réunion, la version gratuite, qui ne comptait que 10 chaînes à son lancement en 2010, n'en comprend plus que 7 depuis 1 an. Pour avoir accès aux 20 chaînes à couverture nationale comme dans l'Hexagone, les ultramarins doivent passer par le satellite ou Internet, c'est-à-dire 2 solutions payantes. Je tiens aussi à souligner, chers collègues, que les chaînes parlementaires ne sont toujours pas diffusées par la TNT dans les Outre-mer. Nous n'avons droit ni à LCP, ni à Public Sénat. La pluralité de l'information, l'ouverture au monde, une production locale de qualité sont des objectifs que les Outre-mer partagent et revendiquent. Mais l'équilibre qu'ils supposent, aussi exigeant que précieux, est bien mis à mal. Nous observons enfin que ce budget pour 2022 semble ignorer ce que tout le monde constate par ailleurs. Pourtant, nombreux ont été ceux qui ont déjà tiré le signal d'alarme et alerté votre ministère sur la pénurie de papier qui va affecter tant la presse que le livre. Rien dans cette mission n'indique que cette pénurie sans précédent et appelée à durer un certain temps soit prise en compte pour venir en aide tant au secteur du livre que de la presse, à moins que vous ne considériez que la hausse inévitable du prix se répercutera sur les lecteurs. Un scénario d'autant plus fâcheux, vous en conviendrez, Madame la Ministre, au moment où la lecture a été déclarée grande cause nationale. Le groupe GDR votera donc contre les crédits de cette mission. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons la parole à Monsieur Pierre-Yves Bournazel pour le groupe Agir Ensemble. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Les crédits alloués à la mission Médias, Livres et Industrie culturelle augmenteront de 2,4% en 2022 pour atteindre 619 millions d'euros. Notre groupe salue donc cette hausse qui est à mettre en perspective avec l'effort massif consenti par le gouvernement en soutien au secteur durant la crise et au plan sectoriel spécifique amorcé avec le plan de relance. Concernant le champ des médias, dans un contexte de défiance généralisée, le désaveu de la presse est un très mauvais signal pour la vitalité de notre démocratie. Ils ont pourtant un rôle essentiel à jouer dans l'information de nos concitoyens et dans la lutte contre la prolifération des fausses nouvelles. La crise sanitaire a aggravé la situation d'un secteur structurellement en difficulté et en transition vers le numérique, avec une érosion continue du nombre de lecteurs de la presse écrite. Nos politiques publiques ont en ce sens un rôle décisif à jouer en faveur des médias. Il s'agit de préserver à tout prix leur socle économique, veiller à leur indépendance et favoriser un pluralisme essentiel à la vitalité du débat démocratique. Les aides à la presse ont globalement été renforcées sur la période du quinquennat, plus 27% pour les aides au pluralisme. Nous avons par ailleurs pérennisé les dispositifs d'aide spécifiques pour les titres ultramarins et les services de presse en ligne mis en place lors de la crise sanitaire. Notre groupe se réjouit également du renforcement du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale à hauteur d'1,1 million en 2022. Cette hausse permettra d'accroître le nombre de radios associatives et locales qui en bénéficient. L'année 2022 sera aussi celle de l'entrée en vigueur de la réforme de la distribution de la presse abonnée. Cette réforme, attendue de longue date, permettra une meilleure distribution des quotidiens et des hebdos d'actualité en instaurant d'une part un tarif unique pour les titres postés et d'autre part une aide à l'exemplaire porté. L'objectif est bien de renforcer l'attractivité de l'offre de la presse écrite face à la montée de l'usage du numérique. 62 millions d'euros seront à cet effet transférés du programme 134 vers le programme 180, Presse et médias. Concernant maintenant le secteur du livre et des industries culturelles, notons que l'économie du livre a été profondément bouleversée ces dernières années par le développement du numérique et l'arrivée de puissants acteurs sur le marché. La crise de la Covid-19 a encore accéléré l'évolution des usages en encourageant la livraison à domicile. En prévoyant une dotation supplémentaire d'1,5 million d'euros pour démocratiser le livre et la lecture, ce projet de loi de finances s'inscrit dans la dynamique bibliothèque impulsée par le gouvernement et notre majorité depuis 2017. Elle répond à l'ambition affichée par le président de la République en décrétant la lecture comme grande cause nationale. D'abord, au travers le plan bibliothèque, qui a permis d'accroître de 8 millions d'euros les moyens alloués par l'État aux collectivités afin de soutenir les extensions d'horaires d'ouverture suite à la remise du rapport Orsena-Corbin. Puis avec le plan de relance, qui a augmenté de 15 millions d'euros les crédits affectés aux investissements
dans la construction et la rénovation des bibliothèques pour 2021 et 2022. Et enfin, avec l'adoption de la proposition de loi issue du Sénat relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique adoptée par notre Assemblée début octobre. Nous soutenons également les librairies indépendantes, essentielles pour le développement de la lecture et essentielles aussi à nos vies quotidiennes, à nos quartiers. Dans la continuité de cette action, notre groupe se réjouit également du renforcement des moyens alloués au Centre national du livre. Madame la ministre, mes chers collègues, Lamartine nous a enseigné que toutes les grandes lectures sont des dates essentielles pour nos vies. Nous devons soutenir le livre, nous devons soutenir la lecture, parce que la lecture nous permet d'apprendre et de comprendre la complexité du monde. La lecture et le livre nous permettent de comprendre la nécessaire altérité au moment où la connaissance doit rimer avec tolérance. La lecture et le livre, c'est aussi permettre d'apprendre le temps long, au moment où certains cherchent la polémique et le bruit médiatique permanent. Mes chers collègues, le groupe Agir Ensemble salue la dynamique de ce budget, d'un meilleur accès à la culture et à l'information pour tous. Nous voterons donc les crédits. Je vous remercie. Nous passons aux questions avec la question de Madame Florence Provandier pour le groupe La République En Marche. Pardon, Madame la Ministre. Absolument, non, toutes mes excuses, Madame la Ministre. La parole est donc à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, pour une durée de 10 minutes. Et nous sommes très heureux de vous écouter, Madame la Ministre. C'est samedi. Monsieur le Président de la Commission, cher Bruno Studer, Madame la rapporteure spéciale, Marie-Ange Magne, Madame et Messieurs les rapporteurs pour avis, Céline Calvez et Alain David, Mesdames et Messieurs les députés. Nos industries culturelles sont un vecteur majeur de rayonnement de notre pays, mais sont confrontées à des défis redoutables. Comme les autres filières culturelles, vous l'avez souligné, Marie-Ange Magne, elles ont été fortement affectées par la crise sanitaire. Elles connaissent également de profondes mutations. C'est pourquoi le soutien public au secteur de la presse, du livre, des médias ou encore du cinéma a été massif et constant tout au long de la crise sanitaire et continuera en 2022. La seconde annuité de France Relance et la hausse des crédits de la mission de 2,4% par rapport à 2021 en témoignent. Béatrice Piron l'a salué. Face aux évolutions majeures que connaissent les industries culturelles, ce quinquennat aura permis d'engager des réformes profondes et indispensables. Je voudrais, à l'occasion de la présentation du dernier budget de ce quinquennat, en rappeler quelques aspects et leur déclinaison budgétaire dans ce projet de loi de finances. Concernant le secteur de la presse, nous poursuivons le déploiement du plan ambitieux engagé l'an dernier à hauteur de 483 millions d'euros sur 2 ans, dont 140 millions au titre de France Relance. Dans ce cadre, les 70 millions d'euros prévus pour 2022 continueront à soutenir la modernisation et la transformation de la filière pour, in fine, garantir le pluralisme de la presse, à la fois pilier de notre démocratie et enjeu majeur de la cohésion sociale. Pierre-Yves Bournazel le disait à l'instant, 2022 sera aussi l'année de la mise en œuvre de la réforme du transport postal de la presse, une réforme très attendue de tous les acteurs qui va encourager la presse dite chaude à se tourner vers le portage et va permettre d'unifier les tarifs postaux pour l'ensemble des titres. Le projet de budget pour 2022 traduit cette réforme, notamment avec le rapatriement d'une partie des crédits dédiés à la compensation du transport postal de la presse sur les crédits du programme presse pour 62,3 millions d'euros. Par ailleurs, conformément à l'engagement du Président de la République, la mission prévoit une dotation de 2 millions d'euros en faveur du projet de création d'une maison du dessin de presse, oui, Luc Gesmar, création d'une maison auquel, je sais, vous êtes nombreux donc à être attachés dans cet hémicycle. S'agissant du secteur du livre, il bénéficiera d'un appui important de l'État à travers le rehaussement de la subvention pour charges de service public de la Bibliothèque nationale de France de plus de 2 millions d'euros et des crédits d'intervention du Centre national du livre de 1,7 million d'euros. Ces mesures s'accompagnent du prolongement des dispositifs en faveur des librairies et des bibliothèques.
vous avez été nombreux à le souligner, rehaussement prévu dans le cadre de France Relance, 23 millions d'euros. Ces mesures confortent l'ambition affichée du Président de la République de consacrer la lecture grande cause nationale. Le secteur de la musique a vu, grâce une nouvelle fois aux parlementaires, a vu donc la création du Centre national de la musique en 2020. Le CNM a prouvé au cours de la crise combien il était essentiel à la filière en mobilisant 152 millions d'euros de moyens exceptionnels en 2020 et une enveloppe de 200 millions d'euros sur 2 ans dans le cadre de France Relance, ceci en réponse au signalement de Michel Victory. Nous avons de plus décidé d'accroître encore ce soutien, très affecté par la crise, et le gouvernement portera dans le cadre de l'examen des articles non rattachés un amendement pour prolonger l'exonération de taxes sur les spectacles sur le second semestre 2021. Nous avons aussi œuvré en faveur des filières cinématographiques et audiovisuelles. Les aides mises en place par l'État depuis le début de la crise sanitaire en faveur de l'industrie cinématographique française, 436 millions d'aides sectorielles et 1,3 milliard d'euros de dispositifs transversaux, ces mesures exceptionnelles ont permis de sauver nos entreprises, d'accompagner les créateurs en période de crise. Et je pense en plus au fonds assurantiel pour les tournages, qui a été prolongé jusqu'à la fin de l'année, au fonds d'urgence sectoriel mis en place par le CNC ou aux aides en faveur des distributeurs, des producteurs, des exploitants, afin de compenser pour partie les effets de l'instauration du pass sanitaire sur la fréquentation. Au-delà des aides conjoncturelles, ce quinquennat aura permis de mener une réforme ambitieuse du financement de la création et de la régulation de ces secteurs à travers la transposition des directives SMA, droit d'auteur en voie d'achèvement, et la loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres à l'heure numérique, publiée au Journal officiel le 25 octobre dernier. L'ensemble de ces réformes permettra de mieux protéger la création française et le droit d'auteur en prévoyant la contribution de l'ensemble des diffuseurs à la création française et en organisant un partage de la valeur plus équitable entre les plateformes, les producteurs et les auteurs. Au total, grâce à la réforme du financement de la création, les investissements dans le cinéma et l'audiovisuel pourraient augmenter de 20% dès 2022, représentant plus de 250 millions d'euros supplémentaires. Depuis le début du quinquennat, le soutien pérenne aux filières des industries culturelles aura ainsi progressé de plus 9% en 5 ans. Cet appui s'est accompagné du déploiement du fonds doté de 225 millions d'euros dédiés aux investissements dans les entreprises créatives, ainsi que des moyens exceptionnels à hauteur de 400 millions d'euros dans le cadre du PIA 4. À cela s'ajoute le volet culture du plan France 2030, qui vise à produire les contenus culturels de demain. 600 millions d'euros seront ainsi investis dans les technologies immersives et la réalité virtuelle et augmentée, 200 millions d'euros. De nouvelles infrastructures de tournage et de production numérique, 300 millions d'euros. Et dans la formation professionnelle du secteur du cinéma, de l'audiovisuel, des jeux vidéo, pour 100 millions d'euros. Enfin, concernant l'audiovisuel public, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, le financement continuera à respecter en 2022 la trajectoire engagée en 2018 et confirmée dans les contrats d'objectifs et des moyens de ces sociétés signés au printemps. Cette trajectoire budgétaire est exigeante, mais elle est réaliste et elle amène une rationalisation telle que l'a définie, je reprends le mot de Béatrice Descamps. Et finalement, la baisse enregistrée entre 190 millions d'euros entre 2018 et 2022 représente environ 5% sur 4 ans. Je note, pour répondre à Brigitte Kuster et à Karine Lebon, que les entreprises du secteur ont ainsi contribué à l'effort de maîtrise des dépenses publiques, par ailleurs que vous appelez de vos voeux, chère Brigitte Kuster. Chaque fois que les crédits augmentent, vous le regrettez. Chaque fois qu'ils baissent, vous le regrettez aussi. Chacune, évidemment, des sociétés a été sollicitée à la mesure donc de ses marges de manœuvre. Je note d'ailleurs que ce recul modeste de l'argent, des sommes budgétaires ainsi allouées, n'a été marqué par aucun recul d'audience et que certains opérateurs ont même ainsi pulvérisé la concurrence privée. Et que cela, évidemment, a entraîné des recettes publicitaires, même au-delà de celles enregistrées sur 2019.
Je note d'ailleurs également à ce sujet que je doute que la création d'une holding soit génératrice d'économies en ce domaine. On sait bien que chaque fois qu'une structure a été créée, cela enregistrait des dépenses supplémentaires de locaux, de personnel, de moyens, mobiliers et autres. Donc, véritablement, je ne vois pas du tout comment cela peut être source d'économie. Je veux par ailleurs insister sur le fait que cette trajectoire a constitué un engagement ferme du gouvernement qui a ainsi garanti au secteur une visibilité pluriannuelle sur ses ressources. Et je veux le dire, pour la première fois dans l'histoire de l'audiovisuel public, le gouvernement s'est engagé dès 2018 sur cette trajectoire pluriannuelle qui a été respectée à l'euro près. Le respect de cette trajectoire n'a en outre nullement affecté l'accomplissement de ses missions. Les engagements en faveur de la création ont été préservés, des offres éditoriales communes ont été lancées, Culture Box a été créée, France 4 a été pérennisée. J'ajoute que l'État a par ailleurs apporté un soutien complémentaire au secteur afin de lui permettre d'absorber les effets de la crise sanitaire, 73 millions d'euros sur les crédits relance. Je ne peux évoquer l'audiovisuel public sans parler de la contribution à l'audiovisuel public, répondant ainsi à nombreux d'entre vous. Vous le savez, il n'y aura pas de changement en 2022, mais la suppression programmée de la taxe d'habitation pose la question de son devenir, qui s'inscrit aussi dans un débat relatif à son adaptation. Différentes pistes de réforme sont envisageables. Les travaux déjà réalisés ont permis de les identifier, mais ne permettent absolument pas d'arrêter un arbitrage définitif dans la mesure où ils ne hiérarchisaient pas les options possibles, se contentant de les recenser sans d'ailleurs émettre des pistes d'opérabilité. Un travail d'analyse approfondi est donc nécessaire, sera conduit dans le cadre d'une mission dédiée et confiée aux inspections de l'IGAC et de l'IGF. Et bien sûr, chère Céline Calvez, les parlementaires seront associés à ce travail très important. Ce qu'il faut souligner, c'est que le financement de l'audiovisuel public par le biais du budget général est en tout état de cause exclu du champ de la réflexion, ce dont se félicitera Alain David et je pense beaucoup sur ces bancs. Les propositions de la mission devront permettre d'identifier une ressource pérenne, adaptée à la réalité des usages audiovisuels actuels, qui permettent d'assurer un rendement équivalent à la CAP, qui soit compatible avec la garantie d'indépendance de l'audiovisuel public et l'exigence de prévisibilité de ses moyens. Je crois avoir été parfaitement clair sur ce sujet. J'en profite pour réaffirmer avec force, face aux attaques inadmissibles et aux mises en cause dont l'audiovisuel public est l'objet, qu'il remplit des missions essentielles pour nos concitoyens, que les médias privés ne peuvent ou ne veulent assurer et qui apportent une véritable valeur ajoutée. Le service public audiovisuel, c'est à la fois une offre d'information de référence et indépendante dans laquelle les Français placent leur confiance, plus que jamais nécessaire, dans un contexte de prolifération des fausses informations en ligne, une offre de proximité prenant appui sur un ancrage territorial au plus proche des Français à travers les réseaux de France 3 et de France Bleu, une offre culturelle inégalée dans le paysage audiovisuel et un appui essentiel au monde de la création qui se traduit en 2020, par exemple, par un soutien de 570 millions d'euros à la production audiovisuelle et cinématographique, et cela continue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le dernier budget de ce quinquennat relatif aux médias, en hausse de 2,4%, marque l'aboutissement de nombreuses réformes d'ampleur engagées par le gouvernement et le Parlement depuis le début du quinquennat. Au-delà de l'accompagnement présent de nos filières culturelles, il permet résolument de préparer l'avenir. Merci. Je vous remercie tout particulièrement, Madame la Ministre. Et donc, nous avions une question de Madame Provendier pour le groupe La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, avec un grand nombre de mes collègues, je me réjouis de l'augmentation constante et significative du budget de la culture depuis 2017 et tout particulièrement dans le projet de loi de finances que nous examinons ce matin. Nous parlons ici de 507 millions d'euros supplémentaires qui ont été engagés depuis le début du quinquennat et de 13,6 milliards mobilisés en faveur de la culture pendant la crise. Vous l'avez souligné, Madame la Ministre, aucun pays n'a fait autant. Le programme 334, Livre et industrie culturelle, ne fait pas exception à cette dynamique, avec une augmentation de 13,2 millions par rapport au PLF 2021. Concernant la lecture publique,
Bien que ce soit une compétence décentralisée, l'État accentue son effort d'accompagnement des collectivités territoriales pour le développement et la modernisation des bibliothèques, dans la droite ligne des annonces du Président de la République en juin dernier, qui a déclaré la lecture grande cause nationale, reconnaissant de fait que les bibliothèques œuvrent dans l'intérêt de l'ensemble de la société. L'accès aux bibliothèques et le développement de la lecture constituent deux enjeux de politique publique majeurs. Ils sont de véritables leviers d'émancipation individuelle qui permettent à chacune et chacun de mieux se comprendre. Ils ouvrent les portes de la connaissance de soi, des autres et du monde et contribuent à la citoyenneté ainsi qu'au plein exercice de la démocratie. Or, les bibliothèques doivent être accessibles à toutes et tous et doivent le rester en toutes circonstances. J'entends par là qu'il faut aussi garantir l'accessibilité des lieux et des contenus aux personnes en situation de handicap ou plus largement aux personnes empêchées, quelles qu'elles soient. Afin de poursuivre les actions mises en œuvre pour démocratiser le livre et la lecture, le PLF 2022 se dote de 1,5 million d'euros supplémentaires. C'est essentiel en cette période où la crise et la mise en place des mesures sanitaires nécessaires peuvent avoir un impact sur l'accès aux droits des plus précaires, comme l'accès à la lecture ou à la médiation. Aussi, Madame la Ministre, j'ai deux questions. Pouvez-vous nous préciser comment seront fléchés ces différents crédits et est-il envisagé un renforcement de la logique d'aller vers ou de bibliothèques hors les murs pour que nous puissions tous bénéficier des multiples services proposés par nos bibliothèques? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Oui, chère Florence Provendier, Madame la députée, vous soulignez l'action de l'État en matière de soutien à la lecture publique aux bibliothèques. Un effort important a été engagé depuis 2017, non seulement avec la mise en œuvre du plan bibliothèque, à la suite du rapport Orsenna-Corbin, mais également dans le cadre de France Relance. Ce soutien constant de l'État s'illustre aussi par le choix fait par le Président de la République de décider d'ériger la lecture comme grande cause nationale. Il y a plus que des enjeux budgétaires, d'ailleurs. Le Parlement s'en est pleinement saisi à travers l'adoption de 2 propositions de loi, toutes votées à l'unanimité sur ces bancs, il faut saluer, et je veux vous en remercier. Les crédits d'intervention dédiés à la politique du livre et de la lecture s'élèvent au PLF donc à 29,5 millions d'euros. En complément des crédits inscrits sur le programme 334, l'intégralité des crédits dédiés aux différents dispositifs centraux ou déconcentrés en faveur du développement de la lecture relevant de l'EAC est inscrite sur le nouveau programme 361. C'est 1,5 million d'euros supplémentaires qui seront consacrés au volet EAC, livre et lecture, particulièrement dévolus à la conclusion de nouveaux contrats territoire lecture et contrats départementaux avec les collectivités territoriales, mais également pour des projets associant les bibliothèques, les associations, les centres de loisirs et les maisons de quartier au plus près des Français. Ils permettront donc, comme vous le soulignez, de renforcer la logique de l'aller vers pour permettre un accès à la lecture au plus grand nombre sur tous les territoires. Vous évoquez également l'enjeu de l'accessibilité à toutes et à tous, primordial. Je connais cet engagement que vous partagez avec Béatrice Descamps. L'État participe déjà à l'amélioration de l'accès à tous au réseau de lecture publique. Il faut probablement aller plus loin. Et j'ai bien compris votre interpellation. Vous pouvez compter sur mon engagement dans ce domaine. Merci Madame la Ministre. Nous en venons donc au crédit de la mission Médias, Livres et Industrie culturelle inscrit à l'état B par l'article 20 et état B. Les 6 premiers amendements ne sont pas défendus. Nous passons au 2093, Monsieur Ardouin. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, depuis 2017, notre majorité est venue en aide à la presse d'information politique et générale, et notamment à la presse papier, secteur le plus en difficulté. Mais la Cour des comptes a récemment proposé qu'une politique à destination du jeune public soit conduite pour changer leurs habitudes de lecture de la presse par brèves alertes. L'objet de cet amendement d'appel sur la recommandation de la Cour des comptes est de consacrer un crédit spécifique pour l'éducation des jeunes et les attirer vers la presse numérique. Le dernier programme à destination des jeunes, intitulé « Mon journal offert », avait coûté 15,4 millions d'euros sur 3 ans. C'est symboliquement le montant que nous avons choisi pour mettre en place un vaste plan de soutien à l'abonnement des jeunes, à la presse d'information politique et générale. La diffusion numérique étant peu onéreuse, l'aide à l'abonnement numérique permettrait d'agir
plus efficacement que la précédente opération. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la rapporteure, votre avis. Oui, merci. Alors, la promotion de la lecture de presse auprès des jeunes est une priorité absolue des pouvoirs publics qui vaut aussi bien pour la presse que pour le livre en général. Plusieurs dispositifs gouvernementaux ont déjà facilité l'accès des jeunes à la presse. Je pense au Pass Culture qui compte près de 760 000 utilisateurs et pour lequel les services de presse en ligne sont éligibles. Je pense aussi au crédit d'impôt pour le premier abonnement à un titre de presse qui vaut évidemment pour les jeunes qui, par définition, sont bien sûr les plus susceptibles de procéder à un premier abonnement. Vous noterez que ce crédit d'impôt vaut aussi bien pour la presse papier que pour la presse en ligne. Enfin, doit être tenu compte du fait que nombreux sont ceux qui, eu égard à leur activité courante, peuvent d'ores et déjà accéder sans difficulté au titre de presse. Par exemple, les étudiants bénéficient souvent d'un accès offert par leur établissement d'enseignement au service Europresse, qui regroupe un très grand nombre de titres. Pour toutes ces raisons, ce sera une demande de retrait. Je vous remercie. Madame la ministre, quel est votre avis ? Même avis, en rappelant évidemment le crédit d'impôt sur les abonnements qui peut aussi être utilisé par les jeunes. Merci Madame la ministre. Il est retiré ? Je le retire. Merci. Nous passons, Madame Le Grip, au 1648. Merci Monsieur le Président. Cet amendement est consacré à la Société des droits voisins de la presse, le nouvel organisme de gestion collective dédiée à la gestion des droits voisins de la presse pour les éditeurs de presse, les agences de presse, qui a été officiellement lancé le 26 octobre dernier, actuellement présidé par Jean-Marie Cavada, dont tout le monde connaît l'engagement sans faille pour que soit reconnu et maintenant sérieusement appliqué le droit voisin pour les éditeurs de presse, agences de presse. Vous avez rappelé, Madame la Ministre, dans votre intervention, le combat mené par notre pays au plan européen, puis ensuite au plan français pour la reconnaissance et l'application du droit d'auteur, mais les négociations européennes avaient longtemps également été fort laborieuses sur la création, la reconnaissance et l'application de la rémunération juste en faveur des éditeurs et agences de presse. Alors, cet organisme de gestion collective, qui est la première société de gestion collective au monde qui s'installe pour la négociation, la collecte, puis la répartition des droits voisins pour les éditeurs et agences de presse. Comme Jean-Marie Cavada nous l'a dit lors de son audition le 16 septembre dernier par la mission d'information de l'Assemblée nationale présidée par Virginie Duby-Muller sur l'application du droit voisin au bénéfice des éditeurs et agences de presse, aimerait pouvoir bénéficier d'une aide temporaire. C'est le but de cet amendement pour en quelque sorte faire démarrer l'installation et les travaux de cette OGC. Et donc cet amendement, co-signé d'ailleurs par plusieurs membres du groupe Les Républicains, dont Virginie Duby-Muller et Brigitte Kuster ici présentes, a pour vocation d'appeler l'attention sur ce souhait de pouvoir avoir quelques fonds permettant l'installation, le lancement, le démarrage en quelque sorte de la fusée OGC. Merci Madame Le Grip. Madame la rapporteure, votre avis. Merci Monsieur le Président. Alors, effectivement, la création de la Société des droits voisins de la presse est une initiative particulièrement louable. Je partage vos propos. Une initiative qui place les éditeurs en situation de négocier utilement avec les grands agrégateurs numériques. La décision de l'autorité de la concurrence du 12 juillet 2021 est porteuse de promesses pour les médias français. En revanche, il me semble que l'État n'a pas vocation à financer les organismes de gestion collective. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, il n'en finance aucun. La gouvernance par les pairs les écarte donc naturellement de la sphère publique et ce sera donc un avis défavorable. Je vous remercie, Madame la Ministre. Oui, le financement des jeux OGC est évidemment une rémunération par des frais de gestion sur ces OGC et il serait tout à fait, j'allais dire, structurellement et philosophiquement tout à fait contre-indiqué que le ministère de la Culture finance d'une quelconque façon les organismes de gestion collective, ceci afin de garantir leur indépendance. Si on passe aux voix, donc il y a une prise de parole, oui. Allez-y, chers collègues.
Oui, merci. Je voulais dire que le groupe soutient cet amendement de notre collègue Le Grip, que effectivement, c'est pas, on a bien conscience que le ministère n'a pas vocation à, mais que dans la situation particulière de cette lutte quand même un peu acharnée avec les plateformes et dans le but d'arriver à négocier correctement, il fallait que cet organisme puisse naître et que c'est vraiment une aide tout à fait exceptionnelle, comme il arrive que le ministère puisse en donner quelquefois, dont nous parlons aujourd'hui. Donc nous sommes tout à fait favorables à cet amendement. Je vous remercie. Nous pouvons donc passer au vote sur le 1648. Double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. Le 377 ne me semble pas défendu. Sauf erreur. Le 2008. Madame Rubin. Oui, merci Monsieur le Président. Par cet amendement d'appel, nous dénonçons donc le système actuel des aides à la presse en ce qu'il ne garantit aucunement le pluralisme indispensable au bon fonctionnement d'une vraie vie démocratique. À la tribune, tout à l'heure, j'ai évoqué l'article publié par Acrimed en juillet 2021 et qui analyse donc la liste des titres et groupes de presse ayant bénéficié d'aides directes ou indirectes de 2016 à 2019. En 2019, justement, plus de la moitié des 76 millions d'euros à la presse ont bénéficié à 6 groupes appartenant à 8 familles ou hommes d'affaires les plus richissimes. Bon, je ne vous exonérerai pas d'entendre leurs noms. Bernard Arnault remporte la palme, 16 millions. La famille Dassault, 6,4 millions. L'association éditrice du Monde, avec Xavier Niel comme actionnaire principal, 6,3 millions. Patrick Drahi, 5,9 millions. Arnaud Lagardère et Nicolas Bétou, bon, c'est des petits joueurs comparés, mais quand même respectivement, gagnent 2,1 millions et 2 millions. Bref, les aides publiques à la presse, comme ailleurs, hein, d'ailleurs je vous le signifie, vont aux plus riches selon l'adage « l'argent va à l'argent ». Mais le problème, c'est plutôt que ces aides, surtout, subventionnent la distribution sur tout le territoire d'une poignée de quotidiens détenus donc par ces milliardaires. Elles renforcent donc leur emprise sur la presse française au lieu de soutenir le pluralisme et la diversité, essentielle donc à la démocratie. Pour corriger cette tendance, nous proposons la création d'un nouveau programme intitulé « Réforme des aides à la presse et indépendance des médias ». Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la rapporteure, votre avis? Merci, Monsieur le Président. Alors, les craintes concernant les conséquences des phénomènes de concentration dans le domaine des médias et plus largement des médias, de la presse, pardon, et plus largement des médias sont parfaitement légitimes et j'ai moi-même d'ailleurs ces interrogations. Je salue l'annonce de la ministre concernant la création d'une mission IGF-IGAC pour proposer justement des outils pour mieux réguler ces phénomènes. Il est cependant difficile d'admettre que le système actuel porte atteinte au pluralisme et qu'il est à l'origine de cette concentration. Il en est plutôt le reflet. Les aides sont accordées sur des critères objectifs, notamment le faible montant de ressources publicitaires ou le coût de la distribution. D'ailleurs, un bref survol de la distribution globale des aides montre que parmi les titres les plus soutenus figurent aussi bien l'Opinion, Libération, La Croix que l'Humanité, Ouest France ou Sud-Ouest. Autant de lignes éditoriales que de modèles économiques différents. En réalité, ce sera donc une demande de retrait ou à défaut défavorable. Madame la ministre. Défavorable. Défavorable. Nous passons donc au vote. Qui est pour? Contre? Il est rejeté. Je vous remercie. Madame Victory, le 1805. Merci, Président. C'est un amendement qui vise à introduire une somme de 30 millions d'euros pour soutenir les radios et télévisions locales. Introduite par le PLFR en 2020, le délai d'attribution de cette aide de 30 millions a été particulièrement long au regard des exigences européennes et n'a été versé qu'en 2021. Et au plus près des territoires, les télévisions radios locales privées, thématiques et généralistes indépendantes sont en difficulté. Le syndicat des radios indépendantes évalue que les chiffres d'affaires des radios locales a baissé de 30% par rapport à 2019. C'est donc un amendement qui vise à réintroduire un fonds d'urgence pour 2022. Toujours selon les syndicats, 90% des radios ont déposé une demande pour 2020 pour obtenir cette aide. Et c'est bien là la preuve de l'importance du maintien d'un tel dispositif sur 2020. Je vous remercie. Madame la rapporteure, votre avis? Merci, Monsieur le Président. Alors, comme vous le savez, le secteur des médias locaux a déjà fait l'objet d'un soutien public important. La DGMIC estime que les acteurs locaux devraient connaître une perte de chiffre d'affaires de -5 à -15% au premier semestre 2021 par rapport à 2019, contre -30 à -50% lors du premier semestre 2020.
Un retour à la normale qui se profile pour l'exercice 2022 ne justifie plus aujourd'hui la mobilisation d'un volume de crédit tel que celui sollicité par le présent amendement, d'autant que la publicité nationale a retrouvé son niveau d'avant-crise et que les radios commerciales reposent à plus de 50% sur la publicité nationale. En revanche, s'il devait y avoir une nouvelle détérioration et un retard de la reprise, alors il faudra être vigilant. En l'état, ce sera une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Je vous remercie. Madame la ministre, votre avis? Même avis, défavorable. Très bien. Nous pouvons le passer aux voix. Il n'y a pas de prise de parole. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Merci. Le 15-18, qui le défend? Défendu. Défavorable. Défavorable. Qui est pour? Contre? Il est rejeté. Merci. Le 16-66 ne me semble pas défendu. Nous passons au 20-92, Monsieur Ardouin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'associe à cet amendement mon collègue Philippe Chassaing. Les radios associatives sont absolument essentielles en termes d'accès à la culture, à l'art, à la presse pour les Français. Il est indispensable de les soutenir pour maintenir et développer le dynamisme dans nos territoires, d'autant plus qu'elles sont un exemple de l'esprit d'engagement associatif et bénévole de nos concitoyens. Le gouvernement et la majorité ont, dans cet esprit, abondé le fonds de soutien à l'expression radiophonique locale pour prendre en compte ce besoin et l'augmentation du nombre de radios. Cet amendement vise à augmenter de 3,5 millions d'euros les crédits de cette action pour soutenir les radios associatives compte tenu de la crise sanitaire, notamment pour sauvegarder leurs emplois. Ce montant est l'estimation des besoins cumulés de ces structures réalisée par la Confédération nationale des radios associatives. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la rapporteure, votre avis? Merci, Monsieur le Président. Alors, en 2022, alors même que la LFI 2021 avait déjà augmenté les crédits du FSER, plus 1,3 million d'euros en crédit de paiement, le PLF prévoit une nouvelle augmentation de 1,1 million d'euros des crédits du FSER, vous l'avez dit. Je l'avais souhaité dans mon rapport du printemps de l'évaluation. Cette augmentation devrait permettre au FSER de maintenir un niveau d'aide constant. Et si le nombre de radios éligibles continue d'augmenter, alors il faudra continuer à augmenter le FSER. Enfin, il importe de noter que l'attention portée aux radios associatives ne se limite pas à des mesures d'ordre budgétaire. Un observatoire des radios associatives sera ainsi créé en 2023 et demande des investissements informatiques. Par ailleurs, ça ne concerne pas que les radios associatives, mais c'était une demande forte de leur part. Le ministère de la Culture a annoncé qu'il accompagnerait la communication prévue par les radios autour du déploiement du DAB+. Ce sera donc une demande de retrait. Je vous remercie. Madame la ministre. Oui, un petit complément à la rapporteure qui me permet d'ailleurs de compléter, de faire une réponse au 15-18 et au 16-68. Il faut bien distinguer deux sujets. Le premier, c'est celui de l'augmentation du nombre de radios associatives autorisées par le CSA. Il implique de rehausser la dotation du FSER pour éviter la baisse du montant moyen des aides automatiques et sélectives. C'est ce que nous avons fait dans la loi de finances 2021, plus 1,25 million d'euros, et c'est ce que nous faisons à nouveau dans ce PLF 2022, plus 1,10 million d'euros. Au total, ces abondements augmentent l'enveloppe du FSER de 7%, ce qui permet largement de rattraper la hausse du nombre de radios depuis 2017, plus 1% par an. Le second sujet, c'est la problématique de la double diffusion FM DAB+. En l'état des textes, une radio qui est diffusée à la fois en FM et en DAB+, n'a droit qu'à une subvention d'exploitation, alors que ses coûts de diffusion sont multipliés par 2. En accord avec les syndicats, SNRL et CNRA, j'ai demandé à mes services d'y travailler pour réfléchir aux adaptations réglementaires et aux implications budgétaires. C'est un travail qui va être conduit au premier semestre 2022 et qui pourra être intégré, le cas échéant, au PLF 2023. Je transmets ce legs à mes successeurs. Je vous remercie, Madame la Ministre. Nous passons aux voix. Il est maintenu ou... Monsieur Ardouin, il est maintenu ou... Non, je le retire. Il est retiré, merci. Le 20-66, Madame Descamps. Défendu, défavorable, défavorable. Qui est pour, contre, rejeté. Madame Gaillot, le 20-52. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, les hommes et les femmes demeurent représentés de façon inégale en termes d'image et de fréquence dans les médias et sur les réseaux sociaux. La Fondation des femmes, dans son rapport numérique « Le sexisme en liberté » d'août 2021,
démontrait par exemple que les représentations des femmes demeurent stéréotypées sur YouTube. La presse n'est malheureusement pas en reste. Le rapport 2020 de l'Observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication mettait en exergue que ce soit du côté des intervieweuses ou des interviewés, les femmes demeurent moins nombreuses que les hommes dans les médias. Leur parole a été particulièrement peu audible pendant la crise sanitaire, réduisant encore le nombre de femmes expertes interrogées. Garantir une représentation non sexiste des femmes est une forme de parité, et une forme de parité des experts et expertes interviewés est une des missions de l'ancien CSA. Cependant, celui-ci a le pouvoir de contrôle limité et le sexisme perdure dans les représentations et la surreprésentation des hommes en tant qu'experts dans les médias. Cet amendement vise à souligner le besoin d'un programme spécifique à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les médias et la presse, et qui permettra un contrôle annuel des représentations des femmes dans les médias, mais également dans la composition des panels d'invités, afin de sanctionner ceux qui ne respecteraient pas l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous remercie. Je vous remercie. Le suivant, sur le même thématique, vous souhaitez le défendre? Ah bah si vous voulez, mais c'est trois des amendements différents, hein. Donc j'y vais. Peut-être, faites-le. 2054. Aujourd'hui, aucune incitation à la diversité des collections des bibliothèques des collectivités territoriales n'existe en termes de genre. Des efforts spécifiques locaux peuvent être observés et salués et méritent d'être loués. Cependant, les femmes demeurent minoritaires au sein des collections des bibliothèques, comme elles le demeurent plus généralement dans la culture française, les musées ou les programmes scolaires. Nul ne peut ignorer les biais qui continuent de mieux considérer les œuvres produites par des hommes, biais qui se retrouvent lors des sélections des composantes des collections des bibliothèques. L'argument de l'impossibilité de trouver autant d'œuvres de femmes que d'hommes dans certains domaines ou issues de certaines époques me semble fallacieux. Si cela peut être plus vrai pour les œuvres antérieures, des œuvres de femmes méritent néanmoins d'être remises sur le devant de la scène. Et à notre époque, il existe suffisamment d'autrices et spécialistes pour au moins chercher à atteindre une forme de parité des collections. Pour ces raisons, et parce que les bibliothèques demeurent une source culturelle majeure pour de nombreux concitoyens et concitoyennes de tout âge, il apparaît opportun d'encourager une représentation paritaire des auteurs et des autrices présentés dans les collections des bibliothèques. Et le troisième, j'y vais. Le troisième, c'est le 2056. À l'ère de post-MeToo, la libération de la parole des victimes des violences sexistes et sexuelles continue dans toutes les strates de la société. Malheureusement, les acteurs du livre, des médias, de la culture et de l'industrie culturelle ne font pas exception au phénomène. Et de nombreux scandales à portée sexuelle ou morale, fruit des enquêtes des associations comme Prenons la Une, Nous Toutes, Paye ton journal, MeToo Édition, ont démontré s'il fallait encore un besoin de sensibilisation et de dialogue autour des violences psychologiques, sexistes et sexuelles. Cet amendement est inspiré de la mesure 19 des 30 mesures proposées par la Ligue des auteurs professionnels pour ouvrir un avenir à la création. Proposer ainsi des rencontres annuelles entre partenaires sociaux du domaine de la création permettrait d'échanger et de sensibiliser sur les questions de lutte contre les violences psychologiques, sexistes et sexuelles, afin de prévenir de nouveaux scandales de ce type. Sur le modèle des rencontres annuelles se faisant sur d'autres thématiques, ces rencontres sont également l'occasion d'échanger sur les bonnes pratiques de terrain, d'assurer un suivi des mesures prises contre les violences et d'envisager des actions sur le futur. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Gaillot. Madame la rapporteure, sur ces trois amendements, quel est votre avis? Merci, Monsieur le Président. Alors, sur le 2052, la question que vous soulevez je vous vois pas, est essentielle et je m'associe pleinement au combat que vous portez. La place des femmes dans les médias est encore loin d'être suffisante, mais les pouvoirs publics ont pris acte de ces dysfonctionnements. Le Premier ministre a confié en 2020 une mission sur la place des femmes en temps de crise à notre collègue Céline Calvez, rapporteure pour avis, dont je salue l'engagement sur la question. Le rapport formule 26 préconisations en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Sous son contrôle, je crois que certaines recommandations sont mises en œuvre, comme l'intégration d'objectifs de progression du nombre de femmes à l'antenne dans les contrats d'objectifs et de moyens signés avec l'audiovisuel public. Ce sera donc une demande de retrait. Pour le 2054, l'État mène des investissements très ambitieux dans les bibliothèques, au sein desquelles naissent tous les jours des initiatives destinées à mettre en valeur des autrices. Ce sera une demande de retrait. Je ne doute pas que la présidente du CNL aura un rôle majeur à jouer et déterminée à défendre cette cause. Du CNL, Madame la Ministre. Concernant l'amendement 2056, aujourd'hui, le secteur de la culture et ses opérateurs se sont pleinement emparés du sujet des violences sexistes, numéro d'appel, formation,
bonification des aides, obligation imposée aux producteurs de cinéma, signature d'une charte, présence d'un référent. Alors, il faut l'admettre, on part de loin, notamment dans le secteur du cinéma, de la musique et des médias. Les progrès en la matière exigent un engagement quotidien afin de modifier les mentalités et d'accélérer la prise de conscience. Alors, je comprends votre amendement comme un amendement d'appel. Peut-être que l'organisation de rencontres annuelles contre les violences pourrait être utile. D'ailleurs, des rencontres existent déjà. Les assises de l'égalité hommes-femmes dans la musique en juin dernier en est un exemple. Pourquoi pas l'organisation de telles rencontres annuelles, mais cela ne coûterait évidemment pas 10 millions d'euros. Je laisse la ministre répondre sur le fond. Ce sera une demande de retrait pour l'ensemble de ces amendements. Je vous remercie. Madame la ministre. Madame la rapporteure, votre argumentation était impeccable. Je la reprends. J'émets un avis défavorable sur cette question. Merci. Alors, Madame Gaillot, puis Madame Victory. Alors, je vous remercie, Madame la rapporteure. Je ne vais pas les retirer parce que je crois que c'est des amendements qui ont été, comme vous le voyez, travaillés avec l'ensemble des acteurs. Et les problématiques, elles sont concrètes. Je note bien évidemment les efforts, les chartes mises en place, les observatoires, la création de référents. Cependant, il reste beaucoup d'efforts à faire et j'ai oublié de saluer aussi le travail effectivement effectué par Céline Calvez. Je sais qu'elle est très engagée et beaucoup sur ce banc sont très engagés sur le sujet. Voilà, ce sont peut-être des amendements d'appel, mais voilà, il faut continuer le travail, il faut continuer à marteler, il faut continuer à agir, il faut continuer à donner l'impulsion, il faut continuer à dire aux victimes qu'on les croit et qu'on les protège et il faut continuer à être là et présent avec eux. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Gaillot. Madame Victory. Merci, Président. Oui, je veux évidemment dire que nous soutenons ces trois amendements. La parité dans les collections, par exemple, 2054, on en avait parlé tout à l'heure, donc on y revient, c'est quelque chose d'important. Et pour utiliser un terme que vous aimez bien ici, ben voilà, c'est une trajectoire, c'est un objectif, mais c'est une trajectoire. C'est-à-dire il faut absolument arriver à ce point-là. Et pour arriver à ce point-là, il faudra encore de nombreuses actions, en plus de celles de tous et toutes ici, Madame Calvez, bien sûr, mais tous autant que nous sommes. Et je pense que ce sont des pierres à l'édifice qui s'ajoutent. Et donc, je tiens vraiment à remercier la collègue pour son travail sur ces questions. Merci beaucoup. Nous passons donc au vote sur le 2052. Double avis défavorable qui est pour, contre. Il est donc rejeté. Même avis, même vote sur le 2054 et 2056. Nous passons au 1807, Madame Victory. Merci. Alors, je voulais juste en profiter pour remercier Madame la ministre de la précision qu'elle a donnée par rapport aux radios, parce qu'effectivement, il y avait bien deux questions, une sur le nombre et une sur le DAB+, et redire à quel point cette technologie a besoin d'être supportée. Donc, je la remercie des précisions qu'elle a données. Pour revenir à cet amendement, j'en avais parlé dans ma prise de parole de départ, nous proposons donc de donner davantage de moyens au CNM, de lui permettre de travailler vraiment d'une façon pérenne. Cela a été dit par tout le monde, son travail a été reconnu pendant la crise et nous trouvons que cette augmentation ne sera pas suffisante pour poursuivre. Le CNM a indiqué donc que les pertes de spectacles musicaux et de variétés pouvaient être estimées entre 1,7 et 1,9 milliards d'euros du chiffre d'affaires, ce qui est quand même vraiment énorme. Et cet amendement permettrait en fait d'augmenter le nombre d'ETP, aussi bien sous plafond que hors plafond, afin de donner à cet organisme les moyens de travailler correctement et de remplir les différentes missions, parce qu'on voit bien aussi qu'à travers la crise, finalement, il est chargé de nouvelles missions et de nouveaux acteurs qui rentrent au CNM et qui ont donc des besoins complémentaires. Merci. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Conformément à la trajectoire définie par la loi de 2019, les crédits de subvention du CNM connaîtront une augmentation de 5 millions d'euros en 2022, en plus de l'aide du plan de relance de 30 millions d'euros. Enfin, et pour répondre plus directement à vos inquiétudes pour l'exercice 2022, je précise que le CNM dispose d'un très important fonds de roulement issu des crédits non consommés précédemment. Ces crédits pourraient avoisiner les 140 millions d'euros. Additionnés à sa dotation, 26,8 millions d'euros, sa taxe affectée, environ 35 millions d'euros, et les crédits du plan de relance, 35 millions d'euros. Les crédits du CNM pour 2022 s'élèveront en fait à plus de 230 millions d'euros. Votre amendement me semble donc satisfait. C'est une demande de retrait. Je vous remercie, Madame la ministre. Oui, j'ajoute à l'excellente argumentation de la rapporteure que la proposition conduirait en outre à affaiblir l'AFP au détriment de la qualité et de l'indépendance de l'information qu'elle permet d'assurer en France et dans le monde entier, alors que cet enjeu est tout à fait crucial. Donc un avis défavorable. Je vous remercie, Madame la ministre. Madame Le Grip, vous souhaitiez intervenir ? Oui, merci Monsieur le Président. Juste pour dire que nous allons soutenir cet amendement. Il a été dit
redit que le jeune Centre national de la musique avait, durant la crise sanitaire, été extraordinairement réactif, très efficace, et nous voulons envoyer plus qu'un signal politique, un signal concret qui puisse inscrire de manière pérenne dans les années à venir, au-delà du report effectivement des crédits non consommés de 21 à 22 et des fonds non négligeables effectivement qui viennent du plan de relance, inscrire que la représentation nationale, la puissance publique souhaite clairement reconnaître et doter cet organisme de moyens tout à fait à la hauteur de très nombreuses et sans cesse croissantes missions et activités qui lui sont confiées. Merci. Je vous remercie. Donc nous pouvons passer au vote. Double avis défavorable. Qui est pour, qui est contre. Il est donc rejeté. Nous passons au 1806, Madame Victory. Merci Président. Merci Président. C'est un amendement qui vise à prévoir des moyens supplémentaires pour les libraires et éditeurs afin de compenser le prix postal de l'envoi du livre. Alors à titre d'exemple, on en avait aussi déjà parlé en commission, les éditeurs indépendants qui n'ont pas de structure de distribution voient leur marge disparaître lorsqu'ils envoient des livres. Il revient actuellement à 5,82 € pour un livre dont le poids est compris entre 250 et 500 grammes, soit 30% quand même du prix d'un livre à 20 €. Et on le sait, parallèlement, ce coût est souvent contourné par la logique des plateformes qui cassent les prix des frais d'expédition. Alors, il nous paraît important de continuer évidemment à promouvoir la culture française, et cet amendement d'appel propose que dans l'attente d'un tarif postal unique pour l'envoi du livre, l'État puisse fournir aux libraires et éditeurs des moyens pour compenser ce coût. Et donc, en attendant la promulgation de la loi visant à conforter l'économie du livre, nous souhaiterions que l'État accompagne les libraires indépendants et les éditeurs auto-éditeurs à la reprise. Merci. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, dans le contexte de la crise sanitaire, le tarif de l'envoi postal du livre a été ramené pour les libraires autour de 1 centime. Ce tarif les rapprochait des grandes plateformes. En revanche, eu égard à leur structure de coût, les éditeurs n'ont pas bénéficié du dispositif. Cela se justifiait alors par la fermeture des librairies. Aujourd'hui, les librairies sont ouvertes. Cela me semble donc moins directement justifié. Ce sera un avis défavorable. Je vous remercie. Même avis. Même avis. Nous le passons donc directement aux voix. Qui est pour, contre? Il est donc rejeté. Chers collègues, il nous reste une quinzaine d'amendements. Je propose qu'on fasse une prolongée et qu'on puisse boucler, à moins que vous ayez absolument envie de revenir à 15 heures. Sinon, vous en êtes d'accord? On peut, Madame la Ministre également, on peut prolonger. Très bien, je vous remercie. J'en profite pour annoncer que les crédits de la mission Média, le groupe La République En Marche demande le scrutin public que nous annonçons. Madame Descamps, vous défendez le 2065. Oui, merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à soutenir les bibliothèques qui feraient l'effort de rendre accessible leur collection à tous les types de handicap, un sujet que j'ai développé tout à l'heure dans ma présentation. Question à laquelle vous avez en partie répondu, Madame la Ministre, en répondant à la question de ma collègue Florence Provandier. Mais voilà, je souhaitais vous interroger à nouveau sur ce sujet, vous l'avez dit, qui me tient particulièrement à cœur. Je vous remercie. Madame la rapporteure, on y a déjà répondu. C'est un avis défavorable, je vais laisser la ministre. Voilà, Madame la Ministre. Je demande un retrait, si c'est possible, étant donné les réponses que j'ai apportées. Voilà. Madame Descamps, vous le maintenez ou on le maintient? Je ne sais pas. Il est retiré, merci. Le 2010, il est défendu. Défavorable, défavorable. Qui est pour, contre? Il est donc rejeté. Le 2012. Madame Merci, Boudin. Monsieur le Président. Donc, comme dénoncé lors des différents débats que nous avons eus sur le pass sanitaire, celui-ci remet en cause beaucoup de libertés, en l'occurrence la liberté d'accéder pour tout le monde aux bibliothèques. Mais en plus de cette remise en cause des libertés, le pass sanitaire présente, comme on l'a dénoncé aussi, de multiples contradictions qui font douter de son caractère véritablement sanitaire. Et c'est vrai notamment pour les bibliothèques. Comment justifier que l'accès à une librairie ou un commerce reste libre, tandis que celui d'une bibliothèque ou médiathèque soit conditionné à la présentation d'un pass? Mieux, comment comprendre que l'on puisse accéder librement à une bibliothèque nationale ou universitaire, mais avec un pass dans les bibliothèques municipales ou des collectivités territoriales? Donc, l'absurdité prend tout son comble quand depuis le 30 septembre, les enfants dès 12 ans doivent également présenter un pass pour se rendre à la bibliothèque quand ils auront été enfermés avec leurs camarades dans des classes réduites, souvent surchargées, alors que dans les bibliothèques,
les passes sont vastes. Écoutez, je décris des réalités. Elles sont tellement vraies, mais arrêtez de brailler, écoutez, elles sont tellement vraies, supportez la contradiction. Elles sont tellement vraies que ces absurdités, que de plus en plus de collectivités ont choisi de ne pas appliquer le contrôle du pass. Nous appelons donc le gouvernement, par cet amendement, à lever cette obligation et d'aider, si nécessaire, les collectivités territoriales à s'équiper de capteurs de CO2 ou de purificateurs d'air afin de protéger les usages donc, des personnels des bibliothèques et aussi la permission, l'autorisation à tout le monde d'y accéder de façon tout à fait sécurisée. Je vous remercie. Quel est votre avis, Madame la rapporteure? Défavorable. Madame la ministre, défavorable. Nous passons au vote. Qui est pour? Contre? Rejeté. Je vous remercie. Le 2009. Est-il défendu? Pardon? Oui, alors par cet amendement d'appel, nous souhaitons créer un conseil de déontologie des médias qui, à l'inverse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, soit un véritable contre-pouvoir citoyen. 73% des Français sont favorables à cette proposition, selon un sondage Harris Interactive publié en juillet 2021. Par ailleurs, près de 200 000 signatures de la pétition lancée par M. Mélenchon en novembre 2017 soutiennent cette proposition et partagent notre analyse. Les médias, comme je l'ai déjà dit, et la presse jouent un rôle majeur dans la vie démocratique d'un pays, mais ils ont aussi un pouvoir de façonner le débat public. On le voit bien en ce moment. Ce pouvoir peut donner lieu à des abus, d'autant plus qu'ils dépendent, comme ça a déjà été évoqué, de 9 milliardaires pour 80% d'entre eux. Donc, nous proposons d'instituer ce conseil de déontologie des médias qui serait composé de représentants des usagers des médias et de représentants des journalistes, y compris les précaires et les pigistes. Les citoyens disposeraient ainsi d'un recours pour faire respecter leur droit à une information objective. Je précise que vous avez créé un conseil de déontologie journalistique et de médiation composé de personnalités qualifiées et de certains collectifs de journalistes en 2019, mais de nombreux journalistes ont refusé d'y associer parce que là, ils ont dénoncé une manœuvre du gouvernement. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la rapporteure, défavorable. Madame la ministre. Même avis, défavorable. Même avis. Pas de prise de parole. Qui est pour? Contre? Il est rejeté. Nous passons au 2011. Le 2011, Madame Rubin. Le ministre ne donne pas plus de réponses habituellement ou c'est comme ça? C'est hors sujet? Tout ce qui vous fâche, c'est hors sujet? Madame, présentez le 2011, s'il vous plaît. Non, parce que parfois, c'est pas hors sujet et puis on ne nous répond pas. Donc, voilà. Donc, en tout cas, par cet amendement, je sais pas, j'espère qu'il est pas hors sujet. Sinon, il faudra vous adresser à l'administration. Nous dénonçons donc à nouveau le sort réservé aux artistes-auteurs pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Commandé par le ministre de la Culture en 2019, le rapport Racine était très attendu par les artistes-auteurs. Il a été maintes fois repoussé, puis enterré lors de sa sortie. Ainsi, la création d'un centre national des artistes-auteurs, mentionné dans le projet de loi de finances 2021, a tout simplement disparu cette année. Aujourd'hui, les artistes-auteurs ne bénéficient ni d'un statut, ni d'une protection sociale, ni de représentants élus. Le gouvernement refuse pourtant d'organiser des élections professionnelles afin de leur permettre d'avoir des représentants. Les artistes-auteurs demandent simplement le droit à un dialogue social. Comment peut-on encore refuser d'octroyer des congés maladie ou des congés maternité aux artistes-auteurs? Le gouvernement leur refuse le droit d'accéder à des prestations sociales pour lesquelles pourtant ils cotisent. Tribune après tribune, et malgré de fortes mobilisations, ils sont toujours privés de ces droits élémentaires. Donc, voilà, la majorité parlementaire a rejeté beaucoup des propositions qui ont été faites, notamment par mon collègue Larive, instaurant donc un domaine public commun afin de lutter contre la précarité des professionnels des arts et de la culture. Eh bien, cet amendement renouvelle cette demande. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Si, Monsieur le Président, c'est un amendement qui a davantage sa place dans la mission culture au programme 131 création, ça a été évoqué tout à l'heure. Ce sera donc un avis défavorable. Je vous remercie. Madame la ministre.
j'ai déjà répondu abondamment sur cette question. C'est donc pas que Madame la députée, que je me refuse à vous répondre, mais c'est que j'y ai déjà abondamment défendu. Par ailleurs, un certain nombre de réponses sera donné dans le cadre du PLFSS sur les questions sociales et de droits sociaux des artistes-auteurs, que j'invite d'ailleurs à s'entendre, parce que disons que ce milieu est, sur la représentativité et sur le statut, est très fortement divisé, et qu'il convient de ne pas écouter une seule association ou une seule structure, mais toutes, comme je le fais. Je vous remercie. Oui, Madame Victory. Oui, merci Président. Je ne vais pas faire un rappel au règlement, mais je suis assez surprise de la tournure. Enfin, on avait très bien commencé cette matinée. Je trouve que les collègues, là, montrent d'un certain mépris par rapport à des personnes qui s'expriment. Il me semble qu'on est là pour écouter l'avis de chacun, d'accord ou pas d'accord. Mais franchement, je trouve l'attitude un petit peu désagréable ce matin. Voilà, donc je préférais le dire. Bien, effectivement, finissons dans la sérénité ces débats. Nous passons au vote sur le 20-11, qui est pour, qui est contre, il est donc rejeté. Nous pouvons passer au vote sur les crédits de la mission Médias. Vous avez regagné vos places, vous êtes en train de le faire. Le scrutin est ouvert. Il est clos. « 49 votants, 39 exprimés, pour 35, contre 4. Ils sont donc adoptés. Nous finissons avec l'article additionnel après l'article 44. Le 1759 n'est pas défendu. Il ne semble pas il est défendu, Monsieur le Président. C'est un amendement qui vise à demander au gouvernement la remise d'un rapport relatif à la création d'une taxe sur la diffusion en ligne de contenus musicaux dont le produit serait affecté au Centre national de la musique. Le CNM constitue depuis 2020 la maison commune de la filière musicale et a montré toute son utilité durant la crise sanitaire en gérant efficacement les dispositifs d'aide de grande ampleur. Cependant, si à court terme, il dispose encore d'une trésorerie suffisante qui permettra d'abonder les dispositifs d'aide au secteur en 2022, c'est à moyen terme que des interrogations existent concernant le modèle de financement de l'opérateur et à vrai dire, il y a plutôt urgence. Ce rapport permettra d'explorer des pistes pour assurer le financement pérenne du CNM. Il s'agira aussi d'une base de travail pour réfléchir à la contribution des acteurs du numérique à l'ensemble du secteur et permettre d'engager une phase de concertation. En mobilisant l'ensemble des acteurs de la filière sur le sujet, le rapport présentera les scénarios de mise en œuvre de la taxe, en exposera clairement les avantages et les inconvénients. Alors je sais que les acteurs du secteur sont partagés sur ce sujet complexe. Il me semble donc d'autant plus important que le Parlement dispose de tous les éléments d'information d'ici l'examen du prochain projet de loi de finances sous la prochaine mandature. Je vous remercie. Madame la Ministre, votre avis ? J'invite Madame la rapporteure plutôt à retirer sa proposition qui ne me paraît pas évidemment inopportune, mais je la qualifierais de prématurée parce que l'amendement me semble limiter a priori le champ d'une réflexion par ailleurs indispensable. Vous avez bien d'ailleurs souligné les contours des problématiques qui se posent à nous et cette réflexion devrait être la plus ouverte possible. Et je souhaite donc que cette concertation soit conduite dès 2022 pour préparer le retour de l'établissement à un rythme de croisière dès 2023. Donc oui à cette réflexion, mais vraiment de façon plus ouverte et plus collaborative. Et donc je demande un retrait de votre amendement. Est-ce qu'il est maintenu ? Oui, Madame Calvez. Monsieur le Président, c'est vrai, comme on le remettait dans le rapport au nom de la Commission des affaires culturelles, c'est-à-dire qu'il va falloir faire évoluer le financement de l'action du CNM, c'est sûr, et puis prendre en compte davantage la musique enregistrée, parce que la musique enregistrée repose essentiellement sur les crédits budgétaires, tandis que le spectacle vivant est financé par le biais d'une taxe affectée. Alors au-delà d'une taxe qui pourrait être assise sur les abonnements streaming, je tiens à rappeler là qu'il y avait une autre piste aussi qui a été soulevée par des acteurs comme le SNEP pour inventer une taxe qui puisse se baser sur les matériels d'écoute, c'est-à-dire les casques, les enceintes connectées. Et je pense que ça fait partie d'une des pistes
pistes qui doit être remis. Donc il y a un besoin d'alimenter le CNM. On a identifié un champ, c'est celui de la musique enregistrée, mais les pistes doivent être davantage approfondies et pas limitées à un seul champ. Et enfin, j'en profite, je trouve que les demandes de rapport, quand on les vote, on a déjà du mal à les avoir. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure façon de les avoir. On n'a jamais eu celui sur la CAP qui avait été demandé au moment du PLF 2019, et je le regrette. Et j'espère qu'on va pouvoir aborder toutes les pistes possibles de cette réforme de la contribution à l'audiovisuel public. Je vous remercie. Madame Magne. Merci, je tiens à remercier Madame la Ministre pour sa réponse et pour sa volonté d'engager une concertation la plus large possible dès 2022. Je retire cet amendement. Je vous remercie. Nous en venons au crédit